facilité. Le Maroc n'est pas une solution. Au contraire, c'est un danger. Le Maroc a fait tomber le président Laurent Koudou-Gbagbo. Le Maroc renforce Alassane Dramane Ouattara. Le Maroc fait de l'espionnage. Chaque Marocain est un espion. Le Maroc est un danger permanent. Nous avons un atout avec les Algériens, c'est simplement leur élément révolutionnaire qu'on peut remobiliser, qu'on peut réveiller. Qui l'arrange en évitant au maximum des vipères, des vipères. Le panafricanisme peut-il triompher des divisions et des tensions héritées du passé colonial ? Entre les relations complexes entre la France et l'Algérie, et le conflit persistant autour du Sahara occidental et du Maroc. Quels sont les défis et les solutions pour une Afrique unie et souveraine? Rejoignez-nous sur notre chaîne pour plus de débats et d'actualités. Jonathan Batengere, on vous quitte rapidement pour entamer notre deuxième sujet d'accueil. Il s'agit cette fois-ci d'évoquer les relations toujours tendues entre Paris et Alger. D'aucuns craignent que quelque part les deux pays ne se préparent au pire. On a entendu d'ailleurs certains responsables français dire que avec Alger aujourd'hui, ils s'attendaient au pire. Alors est-ce que le pire est envisagé? Et quand on parle du pire ici, on évoque une guerre ouverte entre Alger et Paris. On sait que cela a déjà eu lieu avant, avec bien sûr toutes les conséquences, tous les drames que l'on a connus. C'était d'ailleurs la guerre d'indépendance de l'Algérie. Alors, faut-il craindre aujourd'hui surtout que l'armée algérienne est dans une course folle au réarmement ou alors à l'hypermilitarisation, peuvent dire certains observateurs d'ailleurs. À quoi faut-il réellement s'attendre entre Paris et Alger dans les prochaines années? Bertrand Tatina, je vais commencer par toi. Par vous, voilà, vous avez suivi cette semaine, effectivement. Comment est-ce que cela a évolué? Rappelez que le ministre français des Affaires étrangères s'est dit prêt à se rendre à Alger pour traiter de toutes les questions et pas seulement celles qui ont fait l'actualité. On sait qu'il y a notamment comme point de friction dans ces tensions entre Paris et Alger la reconnaissance de la marocanité de la République du Sahara occidental. C'est ce qui voudrait dire que quelque part Paris aurait choisi comme allié dans la sous-région le Maroc au détriment de l'Algérie. Il y a eu un enchaînement d'événements qui sont venus encore une fois de plus montrer la scission du point de vue diplomatique entre les deux États. Alors quelle est la lecture déjà que vous faites de cela et est-ce que vous craignez le pire comme certains? Tout peut arriver, surtout qu'à la tête de l'État français, il y a quelqu'un aujourd'hui que plus personne ne comprend. Et les militaires, j'ai lu dans la semaine un certain nombre de dépêches où des militaires, bien sûr ils ne peuvent pas parler à visage découvert, démentaient le président de la République. Les militaires et les hauts gradés militaires, ils expliquaient que c'est faux. Il n'y a eu aucune concertation et discussion entre l'État français et les chefs d'État africains, qu'on les a poussés dehors. Et on leur demandait, pourquoi on vous a poussé dehors? Ils expliquaient que parce que la France n'a plus aucune et n'a pas de politique africaine. Ils étaient là, eux-mêmes ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire, ne savaient pas sur quel mandat ils étaient arrivés, quelles étaient les missions. Donc, effectivement, ils ne comprenaient pas leur présence sur les territoires africains. Donc ils étaient clairs et ils démentaient le président de la République qui est en même temps le chef suprême des armées en France. De dire que c'est faux, les États africains nous ont poussés dehors. À cet effet, il est prévu tout un corridor, c'est-à-dire que tout un convoi de matériel militaire qui va passer par le Cameroun. Nous sommes vigilants, nous suivons. Nous allons escorter cette histoire jusqu'au port de Douala et s'assurer effectivement que ce matériel militaire, de près ou de loin, n'insécurise notre pays et quitte le territoire camerounais. Nous sommes au fait de cette affaire. Alors, il faut situer nos téléspectateurs et dire que vous parlez effectivement du retrait qui est déjà engagé des forces françaises du Tchad et le matériel qu'ils n'ont pas remis à l'armée tchadienne qui devrait donc ressortir par le port de Douala, le port autonome de Douala. Puisqu'ils n'ont pas des Antonov. À l'époque, il y avait de grands Antonov qui étaient de fabrication russe, qui venaient d'Ukraine, qui permettaient relativement
d'évacuer le matériel par les airs. Aujourd'hui, du moment où la France s'est mêlée, un conflit où n'avait pratiquement rien à voir là-dedans, et allait se casser la figure et rompre ses relations pratiquement diplomatiques avec la Russie, eh bien, il se retrouve à devoir évacuer le matériel par la mer. Et il n'y avait pas un pays pour le faire, c'était le Cameroun. Apparemment, il y aurait des convois déjà sur le territoire camerounais. Pour des questions stratégico-militaires, avec l'armée du Cameroun, bien entendu, et engagée dans cette affaire, de sécuriser déjà ce convoi et de faire en sorte que porte de notre territoire sans aucun problème. Donc, premier problème, les militaires estiment que la France n'a plus et n'a pas de politique en Afrique, n'a rien à proposer à l'Afrique. À partir de là, ça rejoint déjà le premier point de votre question. Deuxième point, c'est que on n'a jamais véritablement soldé la guerre d'Algérie. Les Algériens estiment qu'à partir du moment où cette guerre a été soldée, entre guillemets, par les accords d'Évian, la France devait indemniser. Les Algériens n'ont jamais appelé ça une guerre d'indépendance, c'était une guerre de libération. Elle est arrivée en 1830, elle a torturé, elle a massacré, elle a assassiné, elle a pillé les œuvres d'art, elle a génocidé certaines parties de l'Algérie, elle ne s'est jamais véritablement excusée. Elle n'a jamais reconnu ses crimes. Les accords d'Évian n'ont pas réglé la question. Il y a eu le problème, troisièmement, des harkis. Et on l'a toujours dit, l'Afrique a toujours dû faire face à ses traîtres intérieurs. Des harkis, effectivement, qui ont été aux côtés de la France et des troupes coloniales françaises contre la mère patrie d'Algérie. Le problème n'a jamais été soldé. Il y a eu le problème de la position de l'Algérie. L'Algérie a été un grand pays sur le plan diplomatique. Elle a soutenu des fronts de libération. Le FLN a été grand ami de l'UPC. Elle a soutenu le MPLA. Elle a défendu l'Afrique. À l'époque où il y avait de véritables débats au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. L'Union africaine, qui devait s'occuper des questions fondamentales de notre continent, aller au tréfonds des questions de souveraineté. Si l'Union africaine s'était saisie de ça et avait véritablement au niveau de la conférence des chefs d'État, vous couvrez ces réunions tout le temps, il y aurait, c'est-à-dire que des projets comme ceux de l'AES, des ambitions comme l'AES auraient gagné une bonne partie de l'Afrique et aujourd'hui on serait dans ce que le président Banda a dit, dans une réflexion de mutualiser la richesse continentale. C'est-à-dire qu'on aurait déjà gagné la première étape de souveraineté et on serait donc aujourd'hui, M. Fondop, assis à mener ces questions de savoir les contrats uniques, mutualiser les richesses, mettre sur pied une armée, c'est-à-dire une armée pour sécuriser en quelque sorte le continent. Et enfin, la cinquième des choses, c'est que l'Algérie estime que la position de la France sur le Sahara occidental, eh bien, c'est une position à la limite impérialiste. C'est une position impérialiste, c'est une position relativement coloniale. C'est une position qui conforte le soutien du monde occidental au Maroc. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'armée marocaine et l'armée américaine ont signé un partenariat, de façon que des instructeurs militaires américains se trouvent au Maroc et font des exercices communs. Et ça ne rassure pas Alger qui se dit que cette position peut être un soutien, au-delà du soutien géopolitique, le soutien carrément militaire impérialiste de Rabat, en dépit d'une forme de dynamisme de l'activité économique marocaine. Parce que dans cet espace qu'on appelait l'espace CEDEAO, eh bien, le Maroc se déployait au point même de pouvoir faire irruption dans l'espace CEMAC et d'acheter des entreprises. Vous savez que la Camerounaise des eaux était gérée par le Maroc, dont le Maroc se déployait. Bon, il faut voir aussi le type d'entreprise parce qu'il y avait des corrompus camerounais qui pouvaient se cacher derrière l'interface marocaine. Mais le Maroc, avec une forme de dynamisme, essayait un peu de se déployer. Donc, pour l'Algérie, c'est des questions qui doivent être réglées de façon globale et définitive.
Et la première question fondamentale à régler, c'est de reconnaître qu'en 1830, nous sommes arrivés dans ce pays qui ne nous avait rien demandé. Et on a décidé d'esclavagiser ce pays, de piller ce pays, de torturer dans ce pays et de demander de façon officielle les excuses. Et qui dit excuse dit réparation. Parce que, M. Fondop, à partir du moment qu'il y a délit, il y a réparation, il faut une véritable politique de réparation. Ce que la France ne veut pas faire. Aujourd'hui, ils sont dans les regrets exprimés par Jacques Chirac. Oui, ça a été une faute lourde. Oui, on n'aurait pas dû le faire. Oui, je crois qu'il faut penser un jour à voir dans quelle mesure s'excuser. Ils sont dans une forme de dilatoire. Pourtant, l'Algérie est relativement claire là-dessus. Et là, l'Algérie a décidé de se donner les moyens de pouvoir répondre à la France et même amener, contraindre la France à s'asseoir sur la table de négociation sur certaines questions. Quand vous regardez aujourd'hui ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, l'Algérie est un élément important de l'OPEP du gaz. De l'OPEP du gaz. Et qui dit l'OPEP du gaz dit aujourd'hui une richesse stratégique éminemment importante au même titre et souvent plus recherchée que le pétrole. Et parce que c'est une énergie propre. Oui. Parce que c'est une énergie propre. L'Europe aujourd'hui s'est mise dans une voie sans issue, à savoir se vexer avec la Russie et se retrouver dans une situation pratiquement à genoux devant les États-Unis face à un gaz relativement américain qui n'est pas un gaz propre. Se retrouve avec les questions génétiques. Les questions énergétiques, eh bien, l'Europe a un gros problème. Vous voyez, à un moment donné, ils ont voulu plafonner les prix de pétrole. Il y a un gros problème énergétique et les conséquences économiques qui en sont là. Donc, c'est tout ça aujourd'hui qui crée une tension forte entre les militaires algériens qui représentent en grande partie le nationalisme algérien. Parce que le pouvoir en Algérie est tenu par ce qu'on peut appeler les services secrets et l'armée. Tebboune est la face, comment je vais dire que, light de l'armée. C'est-à-dire que c'est le civil qu'on met à la tête de l'armée pour donner cette impression d'état démocratique. Mais l'Algérie, c'est un pays fort. C'est un pays fort, tenu de main de maître par ceux, effectivement, qui sont les vainqueurs de la guerre de libération. Et c'est pour ça qu'il y a un grand conflit avec les islamistes, parce qu'à un moment donné, le nationalisme algérien a fait que les islamistes et le FLN signent, comment je peux dire, que se mettent en coalition pour pouvoir expulser et chasser l'occupant qui était l'occupant français. Donc, tout ça fait des répercussions sur la France aujourd'hui, qui, n'ayant rien de concret à opposer à l'Algérie, veut revenir sur l'accord de 1968, où il y avait une sorte d'accord qui permettait à des dignitaires algériens de circuler avec des passeports de service sans avoir besoin de visa, veulent faire ce qu'on peut appeler la politique de chantage au visa, expliquent qu'effectivement, il faut peut-être des rétorsions économiques, comme si aujourd'hui la France pouvait, la France, pas une politique de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, un certain nombre de pays, l'Italie, l'Espagne, les pays nordiques, se sont dit qu'ils ne s'engagent pas dans cette histoire, comme si la France à elle seule pouvait aujourd'hui mettre un pays comme l'Algérie relativement à genoux. Ces deux pays, malheureusement, M. Fondop, qui ont des destins extrêmement liés. Quand vous arrivez en France, une forte communauté, c'est-à-dire que l'une des plus grandes communautés étrangères, relativement, sont des Algériens. Et puis, leur double nationalité est reconnue. Donc, on les appelle généralement des Franco-Algériens. Vous avez une ville comme Marseille, vous avez des gens qui partent à 9h avec leur voiture, qui prennent le ferry, arrivent en Algérie, font leur business, reviennent avec le ferry qui part à 20h pour se retrouver à Marseille à 23h. C'est-à-dire qu'il t'explique que, et dans la voiture est chargée d'un certain nombre de marchandises. Lui, il a la nationalité française, il a la nationalité algérienne. Donc, c'est un franco-algérien. Et enfin, il faut dire que ils ont contribué à reconstruire la France et les Algériens. J'ai été à un moment donné de ma vie, 3 ans, 4 ans, dans une ville qu'on appelle Saint-Étienne, qui a été en quelque sorte une ville qui a produit du charbon pour lancer l'industrie française. Et vous avez des quartiers là-bas, les Corbusiers, les Vaux-en-Velin, les Vénitieux, les Minguettes, les Rieux-la-Pape, ces espèces de banlieues lyonnaises où, à la limite, vous voyez ces Algériens qui sont devenus basanés et sombres de peau. Ils ont passé 20, 30, 40, 50, 60 ans de leur vie dans les mines de charbon pour produire la première source d'énergie qui a aidé l'Europe et la France à s'industrialiser, à se reconstruire après la guerre. Ce n'est pas enviable, M. Fondop. Il y a un bâtiment là-bas qu'on appelle le Corbusier. D'ailleurs, ils s'étaient lancés dans une politique de détruire ça parce qu'ils estimaient que c'est la laideur
de l'urbanisation française. L'Allemagne ne s'est pas lancée dans ce modèle. Aucun pays européen. C'est-à-dire que des bars et des tours du R+17 sur des bâtiments qui peuvent contenir pratiquement 2, 3, 4 000 familles. Et quand ce n'est pas entretenu, ça devient des ghettos, des véritables ghettos aux portes de la ville. Résultat des courses, la France, ne voulant pas tout à fait reconnaître ses enfants comme étant des Français à part entière, comme étant des Français à qui elle doit apporter éducation, sécurité, santé et possibilité de les intégrer dans la vie de façon à en faire aussi ce qu'on peut appeler de véritables hommes qui intègrent les grands corps de l'État. Eh bien, les a parqués là-bas avec ce qu'on appelle des filets sociaux, un peu d'allocation familiale, et vous avez des poches d'insécurité comme ça, et ces espèces de ghettos, de ces enfants désespérés qui sont certes français et qui se mettent à détester la France. Ça a forcément des répercussions en Algérie parce qu'une partie de leur famille se retrouve généralement aussi en Algérie. Donc, ça fait deux pays qui sont un peu dans un mariage, je t'aime moi non plus, je t'aime, tu me dois, à certains moments on est amoureux, on ne s'aime pas trop, on joue les faux semblants et tout, mais à la fin, ils ont plus ou moins un destin commun parce qu'ils ont cette Méditerranée-là, ils ont cette forte communauté de binationaux. La France ne peut pas se passer de ses intérêts économiques en Algérie, elle ne peut pas se passer du pétrole algérien, du gaz algérien, même du savoir-faire algérien, parce qu'il faut dire que dans beaucoup de centres de recherche, vous avez des intellectuels algériens qui sont brillants dans le domaine. Je pense notamment à M. Boukanter, qui était un de mes professeurs de travaux dirigés en mathématiques et en mécanique en première année. Vous avez ces Algériens-là qui travaillent, que ce soit même dans les chaînes de production françaises. Mais l'Algérie veut se faire respecter et l'Algérie explique qu'il faut solder. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut réécrire les accords d'Évian 2 et intégrer un certain nombre de conditionnalités qui n'avaient pas été prises en compte juste à la fin de la guerre, de façon à sceller une véritable réconciliation c'est-à-dire intégrant relativement tous ces aspects. Et sur la position du Sahara occidental, je suis pour le soutien de Alger d'estimer qu'un pays colonial, l'Afrique ne peut pas avoir un bout de son territoire colonisé par un État africain et qui siège, comment je vais dire, à la conférence des chefs d'État. Donc le Maroc doit pouvoir immédiatement cesser cette politique hégémonique. Voilà pourquoi le roi du Maroc s'est orienté vers l'Occident, qui par essence a une vision hégémonique et une vision impériale et coloniale de la part de nos États. Donc il faut encourager l'Algérie, il faut soutenir l'Algérie sur cette position-là. Le Sahara occidental doit avoir son référendum d'autodétermination et les Sahraouis doivent s'autodéterminer et gérer, comment je vais dire, leur bout de territoire à leur convenance. Voilà la question fondamentale, bien entendu, avec un certain nombre de questions bilatérales de la guerre d'Algérie mal soldée qui empoisonne les relations entre les deux États. Et quand vous avez un président français qui n'arrive plus à avoir une parole diplomatique, qui n'arrive plus à faire confiance à des diplomates pour régler ces questions, qui n'a plus de politiques africaines, qui est tenu par des financiers, qui est enfin d'inspiration, n'a plus rien à offrir, on arrive à cette situation véritablement déplorable et inacceptable, en grande partie causée par M. Macron. Voilà. Alors, direction Paris maintenant, je vous retrouve sur place. Professeur Bellec, vous êtes là, professeur ? Si vous êtes là, je vous retrouve très rapidement. Alors, plus de 25 milliards de dollars consacrés désormais à l'armement pour cette année 2025. C'est 20% du produit intérieur brut, du jamais vu dans le monde. Même la Russie n'oserait pas arriver à un tel niveau de financement du budget militaire par rapport au produit intérieur brut. Les États-Unis non plus. Alors, pour vous, que prépare Alger concrètement avec autant d'armement? Que prépare Alger? Oui, alors, il faut se méfier. Je vais donner oui, il y a les 25 milliards. Par rapport à la France, qui se trouve, on va arrondir à 475 milliards d'euros. Donc la France, on va dire, c'est 17 fois le budget de l'Algérie. Hein. Le budget militaire de la France, c'est 17 fois celui de l'Algérie. Par contre, le budget de l'Algérie, par rapport à celui du Cameroun, c'est 125 fois celui du Cameroun. Vous voyez, les écarts sont énormes à l'intérieur du continent africain. Je répète, le budget militaire de l'Algérie en 2025, là, c'est 125 fois. Bon, le chiffre du Cameroun, peut-être, on va dire, c'est l'année dernière. Mais c'est 125 fois. C'est énorme.
16,5 par rapport à la France, mais 125 fois par rapport au Cameroun, c'est énorme. Par contre, il faut se méfier parce que, vous souvenez-vous avec l'Irak, on nous avait dit que l'Irak était la 4e armée du monde. Vous avez vu comment ça finit contre des alliances d'États occidentaux et affidés contre Saddam Hussein en Irak. Vous avez vu également pour la Libye, c'était aussi un gros pourcentage du PIB consacré aux militaires. Et vous avez vu comment ça a fini. Donc la question, lorsque nous dépensons beaucoup de nous, je parle de nous les Africains, l'Algérie c'est l'Afrique. Lorsque nous dépensons beaucoup d'argent dans l'armement, il faut surtout se poser la question, jusqu'à quand et pourquoi? Oui. Professeur Beleg, il faut peut-être revenir sur un chiffre que vous avez donné pour être tout à fait précis dans votre analyse. Alors le budget, l'Algérie qui porte son budget militaire donc à 25 milliards en 2025. La France est à 25 milliards de dollars en 2025. La France est à 49,6 milliards d'euros, je crois, oui. Vous avez parlé de 400 milliards d'euros. Oui, moi j'ai lu 473 milliards. 473 milliards, pas 46 milliards d'euros. Oui, 473 milliards. On est avant la rédaction de le chiffre. Non. Il y a des chances que vous ayez raison. Parce que l'ordre de grandeur n'est pas correct par rapport au budget de l'État français. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. On a une Algérie, ça réduit la marge. On a une Algérie qui a un budget militaire désormais qui est la moitié du budget, qui est à peu près la moitié du budget militaire de la France. Mais c'était ça mon argument. Non, je suis d'accord. En fait, j'ai pas besoin de vérifier. J'ai mal lu parce que par rapport au budget de l'État français, c'est irréaliste. Je suis d'accord. Donc, j'admets. Il y a eu une erreur d'un ordre 10. Oui. Mais c'était pas ça mon argument. Mon argument était dans la comparaison. Ça ne change pas mon argument. C'est-à-dire que là, au contraire, ça se rapproche. Le budget militaire de l'Algérie se rapproche de celui de la France, c'est le même ordre de grandeur. C'est juste la moitié. Alors que par rapport au Cameroun, c'est 125 fois. Peut-être vérifier aussi. C'est énorme. Je dis qu'à l'intérieur de l'Afrique, l'écart est énorme. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que le conflit que vise l'Algérie, c'est ce que vous avez tendance à vouloir dire, c'est par rapport à l'extérieur. Parce que par rapport à l'Afrique, c'est énorme. Si c'était par rapport aux voisins. Alors, mais je disais que là, il faut se méfier parce que des armées comme l'Irak, comme la Libye, qui étaient supposées être puissantes parce qu'ayant mis beaucoup d'argent, on a vu comment ça a fini face à une coalition occidentale. Vous voyez ? Donc, c'est ça que je disais que lorsqu'on met beaucoup d'argent, je peux continuer ? C'était mon élan initial. Poursuivez, professeur Beleg. Ok. Donc, lorsqu'on met autant d'argent dans l'armement, enfin le budget militaire en général, il n'y a pas que l'armement en général, il faut se poser la question, jusqu'à quand si c'est pour acheter l'armement à l'étranger, jusqu'à quand ? Parce que là, il se pose la question de l'industrialisation locale. Si le même argent était mis par l'Algérie sur sa propre industrie locale, alors là, d'abord, l'Algérie protégerait l'Algérie, mais aussi l'Afrique. Et les Africains pourraient acheter les armements en Algérie. Par exemple, s'ils ont des drones de qualité même mieux que ceux de la Turquie, l'Algérie devient un fabricant pour l'Afrique, et il vaut mieux acheter à l'Algérie qu'acheter ailleurs, si c'est fiable. Ça, c'est clair. Donc, mais le problème, le fait d'acheter à l'étranger, d'abord, on donne l'argent à l'étranger. Deuxièmement, ces armes-là sont contrôlées. Si c'est des avions, vos avions, comme aujourd'hui ces avions sont bourrés d'électronique parce que vous ne pouvez pas faire autrement, ils connaissent vos fréquences, ils savent comment créer de brouillage, et les avions deviennent inopérants. Donc, et ça dépend contre quel adversaire vous voulez lutter. Si, par exemple, dans le cas d'Algérie, qui a beaucoup parlé à propos de la cause palestinienne vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, on va en parler, je crois, tout à l'heure. Voilà. Est-ce que les avions algériens peuvent voler et aller défendre les Gazaouis? Certainement pas. Parce qu'il faut voir où est-ce qu'ils ont acheté les avions. Il y a forcément une faille quelque part. Et il y a même des cas où, on a vu dans le cas du conflit ukrainien, où les Européens même devaient demander l'autorisation aux États-Unis. Quand tu achètes les armes, il y en a qui mettent ce genre de clause. Il faut demander l'autorisation pour utiliser cette arme. Lesquelles n'est opérante qu'en fait, ça revient à dire que battez-vous entre vous. Mais non, là, c'est une telle somme d'argent mise par l'Algérie, c'est pas pour se battre entre Africains. Ça, c'est clair. Ils ont bien vu la déstabilisation autour, ils ont bien vu qu'un jour viendra le tour de l'Algérie, parce que c'est dans les plans occidentaux, donc s'ils visent pas qu'un parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. La paix, parce que les Occidentaux, eux, ne sont jamais en paix. Donc je pense que là, c'est intelligent de la part des gens algériens. Mais justement, c'est là qu'on se pose la question, pourquoi créer un conflit avec le Mali?
Si l'Algérie était restée en bonne entente avec le Mali, comme c'était, Tatine Dalla rappelé tout à l'heure par rapport aux indépendances, le Mali a beaucoup aidé l'Algérie aussi. Hein, l'Algérie a aidé les autres, mais le Mali a aussi beaucoup aidé l'Algérie. Si il restait en bonne entente, hein, et donc en étendant à tout l'AES, mais ça protège d'autant plus cette région sahélienne et saharienne, et en plus tous les pays qui sont plus au sud. Mais comme et puis là on verrait très bien que l'armement de l'Algérie par exemple est destiné à protéger l'Afrique contre les puissances venant du nord. Voilà. Mais si vous êtes déjà en désordre avec les voisins, le Maroc ça ne va pas. Bon, pour le Maroc je comprends. Le Maroc est très contrôlé par les sionistes, et qui dit sioniste dit colonisation. Et en plus, des gens qui n'aiment pas trop le dialogue, on voit comment ils pratiquent à Gaza. Hein. Quand une pause, en fait, c'est vous continuez à bombarder. On a vu au Liban. Bon, bref, le Maroc, je vais le mettre de côté parce que le Maroc, c'est contrôlé par des forces sionistes. On peut pas dire le contraire. Tout le monde le sait. Le roi du Maroc est conseillé par le patriarche de la famille Azoulay. Bon, donc je ne vais pas insister là-dessus parce que tout le monde connaît ça. Voilà. Et il n'y a pas que ça, hein. Même au niveau des entreprises marocaines, dont vous parlez des banques, tout et tout, là, tout ce qui est marocain. Est-ce que c'est vraiment marocain au sens où c'est 100% africain? C'est pas sûr. Parce que déjà, le Maroc a de quoi se reprocher. Le Maroc défend le Sahara occidental pour en faire sa propriété. Hein. Donc ils ne veulent pas de référendum d'autodétermination. Oui, mais pourquoi le Maroc ne récupère pas Ceuta et Melilla? C'est juste des enclaves. C'est encore plus petit. Pourquoi le Maroc ne fait rien pour ce qui est vraiment dans son territoire? Melilla et Ceuta, depuis presque 5 siècles, hein, sous régime d'abord portugais, ensuite espagnol. Pourquoi ils ne font rien pour ça? Ok? Donc le Maroc, je laisse de côté. Mais vous avez le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Vous avez même la Mauritanie. Hein. C'est pas sûr qu'ils sont en bonne entente avec l'Algérie. Même la Tunisie, la Libye. En tout cas, la Libye du général Haftar. Peut-être pas de Saège, mais général Haftar. Donc, l'Algérie s'embrouille beaucoup avec les voisins. Franchement, pour l'intérêt de l'Afrique, il vaudrait mieux qu'ils fassent un effort à ce niveau-là. S'ils ont des visées impérialistes à l'intérieur du continent africain, de toute façon, ce n'est pas à l'ordre du jour pour aujourd'hui. Et demain, ça sera trop tard. Parce que tous les Africains veulent la pleine souveraineté. Et ensuite, nous voulons réaliser l'unité du continent africain. C'est pas pour créer une Algérie qui va dominer les voisins. Ça, c'est un peu bête, non? Voilà. Donc, les agents aussi, il faut qu'ils revoient un peu leur politique à ce niveau-là, au niveau régional. Mais sinon, l'armement algérien se justifie, mais je pose la question de le fait d'acheter des armements à l'étranger. Bon, là, c'est la Russie. Mais même si c'est la Russie, je pense qu'à terme, il faut une industrie africaine. Et comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux mines, une industrie africaine, elle serait bienvenue si elle commence par un État avec l'ambition de rassembler d'autres États. Si ce n'est pas au début, mais rapidement. C'est-à-dire que plusieurs États ont une industrie nationale où ils sont tous impliqués, de fabrication d'armements standardisés. Voilà. À ce moment-là, vous voyez bien que si chaque, par exemple, imaginons qu'il faut 10 ingénieurs. Si chaque État, si 5 États, chacun amène 2 ingénieurs, c'est fait. Hein? Autant de techniciens, autant. Mais si vous voulez qu'un seul État le fasse, vous voyez, ça peut prendre plus de temps et ça sera pas de la même qualité. Ensuite, au niveau des matières premières, si plusieurs États se mettent ensemble, telle matière première, que ce soit l'acier, que ce soit, comme on veut des aciers spéciaux, le vanadium, que ce soit le chrome, que ce soit, voilà, tout ça, on peut ramasser ça sur toute une étendue d'États africains, ok, et ça profitera à l'ensemble. Donc, je pense qu'il va falloir commencer à réfléchir un peu comme ça aussi. Préciser, professeur Bellec, effectivement, que l'Algérie est producteur d'armement. D'ailleurs, ils viennent, selon nos informations, d'obtenir une licence qui leur permet de reproduire des armes chinoises pour leur propre utilisation. Et ils ont une industrie militaire qui est en train de se développer aussi assez rapidement. Beaucoup de commandes vont être passées directement à des sociétés algériennes à travers des contrats donc de fourniture d'armement. Cela peut-être quelque part apporte une précision par rapport à ce que vous demandiez. Vous souhaitiez que... Non, faut pas brouiller mon message, non. Oui. L'Algérie fabrique des armements, je ne dis pas le contraire. Mais la RDC aussi, hein, le Ghana aussi, hein, l'Égypte aussi. Hein. Non, je parle de la qualité de l'armement. C'est que, tu sais, tu amènes ta sagaie contre quelqu'un qui a des missiles hypersoniques, qui ne fait pas le poids. Et puis au niveau de l'électronique, au niveau des drones, je parle de la qualité de l'armement, c'est-à-dire qu'elle soit supérieure face aux ennemis, l'ennemi étant l'occidental par exemple.
Je parle de la qualité de l'armement. Peut-être même le Cameroun aussi fabrique des armements. Il y a des pays qui fabriquent des munitions, le Mali certainement aussi. Non, il y a beaucoup de pays africains qui fabriquent soit des munitions, soit des armes légères, Kalachnikov, pistolets. Non, l'Algérie, bien sûr, mais je vous dis même le Ghana, même la RDC, hein. Faut pas croire. Mais ça ne fait pas la parité. Moi, je parle de parité. Faut pas diminuer mon discours. Et je ne suis pas là pour diminuer les Africains non plus. Je suis là pour nous emmener à avoir cette visée de puissance qui sera à la hauteur de la souveraineté que nous cherchons. C'est ce que je dis. Voilà, je ne dis pas moi, mais je ne dis pas non plus. Je ne cherche pas à diminuer qui que ce soit. Je suis panafricain, tu vas pas me le nier. Je suis panafricain reconnu. Donc voilà, je ne peux parler que positivement. Voilà. Merci. Voilà. Et donc, professeur Bellec, il faut donc rajouter également que l'établissement de construction mécanique de Kenchela est donc la principale entité, d'ailleurs, qui est rattachée directement au ministère de la Défense, qui produit donc les armes pour l'Algérie, parmi lesquelles on peut voir des Kalachnikov. Voilà, et aussi on a parlé de ces armes chinoises qui peuvent être reproduites désormais par l'Algérie, ce qui leur donne aussi, pourquoi pas, des capacités quand même technologiques assez importantes de produire, en tout cas de recopier et d'avoir des équipements qui soient à la pointe, vu le niveau d'évolution d'ailleurs des équipements chinois. Alors Jonathan Batengene, je vous retrouve sur ce plateau rapidement. Alors pendant qu'on parle de la France et de l'Algérie, on se pose une question. Est-ce que c'est l'absence de politique africaine, de votre point de vue, qui fait qu'on se retrouve dans une situation de tension extrême et qui pourrait quelque part justifier notamment cet hyper-armement de l'Algérie, un réarmement massif qui a été engagé il y a de cela à peu près 3 ans? Vous savez, le problème entre la France et l'Algérie est plus profond. La guerre d'indépendance de l'Algérie n'a jamais été achevée véritablement avec les accords de 1962. Ce n'est pas encore terminé. Je tiens à vous rappeler que le général Bucart, s'exprimant devant la commission de défense, disait que la plus grande menace en Méditerranée de la marine française, d'ailleurs il disait que la marine française peut être décimée par la marine algérienne. Donc la plus grosse menace de l'armée française, c'est l'armée algérienne. Il dit que l'Algérie actuelle présente le visage d'une armée hyper moderne. Je tiens à rappeler que les chasseurs de 5e génération de l'armée russe, les Su-57 et Su-75, sont développés en Algérie sur un modèle consensuel. C'est-à-dire que les Russes amènent les équipements et on monte ça en Algérie, avec des personnalisations du matériel. L'Algérie propose le visage d'une armée complètement moderne aujourd'hui sur le continent. Je peux comprendre les réserves du professeur Mbelek par rapport à la question du Mali. Mais cette contradiction, et nous disons toujours à nos frères maliens, il ne faut pas faire de cette contradiction le point de lecture de l'Algérie. C'est une contradiction conjoncturelle. Elle n'est pas structurelle. L'Algérie n'est pas un ennemi de la révolution malienne. Le dire, ce n'est pas nier toutes les contradictions qui existent. Jonathan, je suis obligé de vous interrompre juste un instant, pour que vous puissiez faire des précisions. Alors, quand les autorités maliennes dénoncent l'ingérence algérienne dans les affaires internes du Mali, elle parle également de ce repli stratégique des mouvements Touareg et également des mouvements islamistes du Nord Mali en territoire algérien, et dénonce le fait que Alger ne manifeste réellement aucune volonté soit de les expulser ou alors de faire en sorte que sa frontière avec le Mali ne soit pas aussi poreuse et qu'il n'y ait pas d'infiltration sur son territoire. De là, est-ce qu'on va dire réellement que est-ce qu'on va croire en la sincérité absolue des autorités algériennes vis-à-vis du Mali? Monsieur Fodob, n'allons pas dans ce sens. L'armée algérienne, je vous ai dit, l'armée française dit que la seule armée qui peut détruire ces navires de guerre et prendre l'avantage sur elle, c'est l'armée algérienne. On est d'accord, oui. Voilà. Donc, le dire, même si nous sommes en train de dire que la France n'est rien, sachons au moins reconnaître quelque chose. La France est une puissance nucléaire. C'est une puissance nucléaire qui vous dit que l'armée algérienne peut me faire mal. Bon.
je ne veux pas rentrer dans des... Mais il faut tirer des conséquences. Vous croyez que si vraiment l'Algérie n'était pas d'accord que le Mali frappe ces terroristes, on devait les frapper comme on les a frappés là? En territoire malien ou algérien? On les a frappés en territoire malien. Même si l'Algérie était véritablement... moi je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, officiellement. Monsieur Fodor. La France aussi officiellement ne soutient pas les rebelles du Mali. C'est pourquoi nous appelons les autorités maliennes à prendre de la hauteur dans ce dossier. Poursuivez. Vous savez, on parle des accords. Hein. Des accords. Nous avons raconté cette histoire ici. Nous étions parmi les premiers à raconter cette histoire ici. C'est un accord qui a amené le DRS à aller loger les Mokhtar, Bel Mokhtar au niveau du nord du Mali. Et le nord du Mali était pour eux. Vous savez ce qu'un accord signifie? Ça veut dire que l'État d'Algérie veut rester sur une ligne, si vous voulez que je le dise. Ils restent sur une ligne. Ils disent que nous ne trahissons pas nos accords. Nous n'allons pas nous dédier. Mais on a frappé les terroristes. Vous avez vu les Algériens aller soutenir les terroristes? C'est sûr qu'ils disent même aux terroristes, on a fait tout ce qu'on pouvait. On vous a gagné. Vous voulez quoi? Que nous on entre en guerre contre le Mali? Non. Le Mali, l'Algérie n'entrera pas en guerre contre le Mali. L'Algérie ne fera pas une guerre pour le compte des terroristes. Dans le cadre de ces accords, que nous pouvons comprendre, parce que l'environnement international n'est pas un environnement de bisounours. Ça ne veut pas dire que le Mali ne doit pas... Nous avons tenu la position ainsi que le Mali ne doit pas tenir compte des positions d'Alger. Alger a ses arrangements là-bas. Mais ça engage Alger. Et Alger ne veut pas se dédier vis-à-vis de ces terroristes. Parce qu'Alger connaît aussi leur niveau de dangerosité. Alger dit, bon, si le Mali a les moyens de les combattre, comme vous dites, allez-y, faites-le. Depuis un temps, vous avez encore entendu l'Algérie parler des accords d'Alger. Ils n'en parlent plus. L'Algérie a compris que le Mali a les moyens de sa politique. Mais c'est à ce niveau que les autorités maliennes doivent aussi comprendre. C'est des enjeux sécuritaires. L'Algérie montre même qu'elle peut être sérieuse. L'Algérie ne signe pas un accord pour après se dédier. Quel est donc le point de rupture entre l'Algérie et la France? Parce qu'on aborde la question de la France. Quel est le point de rupture? Pourquoi la France est prête à aller soutenir le Maroc dans la question du Sahara occidental? Pourquoi? Bon, que les frères maliens se posent cette question. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne va pas soutenir les terroristes militairement. Parce que l'Algérie ne soutient pas militairement ces terroristes. C'est-à-dire, quand je dis militairement, ce n'est pas que les armes ne sont pas passées par l'Algérie, mais l'Algérie dit, voilà les armes, c'est passé. Ils ont eu les armes. Mais on les a battus. Vous croyez que les drones que l'armée malienne a utilisés, l'armée algérienne qui a les S-400, ne pouvait pas détruire un drone? Ils ne l'ont pas fait. Il y a une manière d'aider quelqu'un qui devient de vos alliés. Vous voyez comment il frappe et vous n'agissez pas. Vous faites semblant d'aider. Quand vous prenez toute la question de la gestion du FIS, le Front islamique du salut, c'est une entente entre le DRS algérien, le service secret algérien, et la DGSI française. Et la DGSI française pensait qu'au nom de cette entente, l'Algérie était désormais liée à la France dans la déstabilisation du Mali. Aujourd'hui, le Mali a déconstruit tous les accords qui garantissaient aux terroristes une sécurité. La France fait pression sur l'Algérie. Mais nous ne pouvons pas être acculés et vous restez les bras croisés. Soutenez-nous dans cette bataille. Macron est allé combien de fois à Alger? 2 fois. Depuis 2023, 2 fois. Pourquoi il y va récurremment? De manière récurrente, pardon. Pourquoi? Parce qu'il faut faire pression sur Alger. Que Alger ne se limite pas à une défense diplomatique des accords d'Alger. Pourquoi Diko va à Alger? Pourquoi Diko va à Alger?
Parce qu'on lui dit qu'à Alger, tu auras les soutiens. Vous croyez que l'imam Diko, là, on lui a donné ce titre tout à fait de pot de fleurs nationale en Algérie. On dit tu es conseiller de la grande mosquée. C'est un titre. Ça a quel sens? Conseiller de la grande mosquée. Tu dois à Alger, là. Tu dois à Alger. C'est fini. De manière concrète, qu'est-ce que Diko a comme soutien? L'Algérie joue le jeu. L'Algérie joue le jeu. Les Français en sont conscients. Voilà le vrai problème. Ça a mené la France à utiliser ses moyens de pression. Le dossier du Sahara occidental. L'Algérie n'a pas d'intérêt économique au Sahara occidental. Hein. Il n'a pas. Voilà un pays qui défend une terre où il n'a pas d'enjeu économique. C'est le Maroc qui utilise les ressources du Sahara occidental à l'heure actuelle où on parle. Les puits de pétrole, c'est le Maroc qui en bénéficie. L'Algérie dit, mais je ne vais pas aller outre. Les Maliens sont en train de déconstruire les accords. Nous avons défendu les accords. Nous les défendons. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que l'Algérie a décidé de soutenir uniquement, diplomatiquement, ces groupes-là? Et dit militairement, je ne peux pas les accompagner. Vous avez vu une base algérienne qui brûlait quand on attaquait, quand l'armée malienne était dans son offensive à Kidal. La base la plus proche de la frontière brûlait en Algérie. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que les Algériens sont sur une posture? Ils disent, ok, les Maliens ont désormais les moyens de... Les Maliens, on ne va pas rentrer dans votre bataille, faites votre truc. Nous allons officiellement sauver la face. Et ils sauvent la face, ils le font. L'armée algérienne n'est pas impliquée aux côtés des terroristes. C'est de la réelle politique. Mais la France a fait pression sur l'Algérie. Et le seul moyen de pression qu'avait la France, c'était quoi? Le dossier du Sahara occidental. Pourquoi le dossier du Sahara occidental est important? Le dossier du Sahara occidental, c'est dans un grand projet que l'Algérie a toujours eu. C'est qu'il faut les peuples, l'unité des peuples du Maghreb. Ils étaient soutenus là avec les Égyptiens. Sauf que les Égyptiens ont été écartés du projet par les États-Unis qui les ont récupérés, tout ça. Les Algériens sont restés. Les Algériens ont vu qu'ils ont réussi à influencer en Tunisie. Ils sont en train d'influencer en Mauritanie. Ils peuvent aussi influencer dans le Sahara occidental. Et dans la ligne indépendantiste, l'Algérie a toujours soutenu le Sahara occidental. Dans cette perspective, l'Algérie suit pleinement le projet panafricaniste. Parce que les panafricanistes ont toujours défendu la question de l'indépendance du Sahara occidental, qui est une forfaiture marocaine. Tous les accords internationaux donnent au Sahara occidental le statut d'État indépendant. Le Maroc est un État bandit. C'est un État voyou. Le Maroc vole les terres du Sahara occidental et pille les terres du Sahara occidental. Or, la France n'avait que ce dossier pour faire pression sur Alger pour que les accords entre le DRS algérien et la DGSI française continuent de prévaloir sur le nord du Mali. Puisque Alger décide de faire du conspiratisme, Paris décide aussi de faire pression sur Alger. Et voilà ce que ça donne. En retour, qu'est-ce qu'Alger a fait? Ce n'est pas aujourd'hui que ça dégénère. Ça a commencé depuis 2023. Depuis 2022. Et vous allez voir que ça coïncide avec les moments de la montée en puissance de l'armée malienne et du pouvoir à Bamako. Paris va aller jusqu'à... Dès qu'ils soutiennent le Maroc dans ses velléités, l'Algérie va utiliser des moyens qui auraient pu faire plier Paris. C'était une simple contradiction entre deux États. L'Algérie dit que bon, première mesure, Paris ne nous vend plus le blé. Désormais, on n'achète plus le blé de Paris. Il faut noter que la question du blé, la France était un fournisseur, l'Algérie était un des gros clients de la France. On parle de près de 40% de la production française. La France ne va pas reculer. Mais, monsieur Fodop, qu'est-ce qui peut amener la France à abandonner un partenaire qui lui achète 40% de blé? Si l'enjeu n'est pas
au-dessus de la question commerciale. Alger va aller plus loin. Au mois de octobre-novembre, Alger va interdire les transactions bancaires avec les banques françaises. C'est-à-dire qu'en fait, les opérations commerciales sont bloquées entre les deux pays. Paris va durcir encore le ton. Mais posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ce durcissement de ton? Qu'est-ce qui est en fait le problème? Vous avez lu dans la presse quelque chose comme problème. Vous avez lu un problème? Vous avez lu une cause de ce problème? Le vrai enjeu, c'est le Mali. Le vrai enjeu, c'est le Mali. La France croyait que l'Algérie allait continuer d'être cette puissance utilisée dans le cadre de la déstabilisation du nord du Mali. Et le fait que la France constate que l'Algérie est en train de faire du conspiratisme international, la France considère cela comme une traîtrise. Et la France essaye de faire pression sur Alger. C'est le moment pour nous de passer le message aux autorités de l'AES. Il faut revoir les positions. Je vois des activistes qui prennent le téléphone, quelqu'un aux États-Unis, il fait les commentaires. Il dit que les autorités du Mali prennent la mesure des choses. Nous répétons encore, l'Algérie n'est pas un ennemi du Mali. Il y a des situations qui ont été orchestrées du fait de l'histoire. Hier, c'est pas le Tchad qui avait envoyé, qui était derrière Jotoja. Aujourd'hui, qui est le meilleur allié du Centrafrique? C'est pas le même Tchad. Que les Maliens ne tombent pas dans le piège de la rancœur inutile. Que les Maliens ne tombent pas dans ce piège. Que les autorités maliennes se ressaisissent. Et qu'elles essayent d'y voir plus clair. Vous verrez. Le problème entre Alger et Paris, c'est la question du nord du Mali. L'Algérie, actuellement, a pris note. A dit, ok, désormais les autorités... Vous avez encore entendu la diplomatie algérienne parler du nord du Mali? Ils n'en parlent plus. Le dossier n'est plus d'actualité. On a tourné la page. Les Maliens ont atteint le niveau, ils ont réussi à remplir ce qu'il était attendu d'eux, resécuriser leur nord. Maintenant qu'ils ont sécurisé, les Algériens disent, nous on peut rester sur nos positions. Mais on ne va pas se regarder en chien de faïence. Vous parlez de la guerre Algérie-Paris. Il n'y aura pas une guerre comme ça. Ça ne peut pas exister. Si vous engagez, Bertrand a tout à l'heure cité beaucoup de choses. Une guerre entre l'Algérie et la France. À l'heure actuelle, mon frère Fodop, cette guerre, la France la perdra de manière majuscule. La première diaspora en France, ce n'est pas les Algériens. Ils sont partout. Ils sont partout. Les Algériens sont pas... Le dispositif sécuritaire français, les Algériens y sont. Même stratégique, ils y sont. Les Algériens tiennent l'économie française. La ville de Marseille. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. Vous voulez... Quel genre de guerre? Il n'y a que des tintins comme ce monsieur traumatisé par des années de viol. Qui peut imaginer de telles choses? On ne va pas y revenir. Alors, je vous resitue, Jonathan, je vous resitue rapidement. Et vous avez eu raison tout à l'heure de parler de la chute drastique des importations de blé français. On voit que de 53% en 2017, on atteint aujourd'hui les 18%. On a atteint 18% entre 2023 et 2024, 18% seulement. Et en cette année 2025, d'ailleurs... on relève qu'on n'est qu'à 31 000 tonnes. C'est vrai qu'on est encore au début de l'année, mais comparé à d'autres périodes des années précédentes, cela montre clairement que le blé algérien est snobé par les Français. Par les Algériens. Le blé français algérien est snobé, oui. Ils sont aussi devenus grands clients de la Russie. C'est-à-dire que l'Alger s'est branché. C'est branché sur le marché russe. Vous allez voir, cette guerre économique, qui a perdu?
Prenez-vous les statistiques. Le plus grand perdant déjà dans la guerre économique entre les deux pays, c'est la France. On voit bien que la France a perdu. Déjà sur ce marché du blé, on voit bien que la France est vraiment elle est perdante parce qu'elle a perdu un client qui importait jusqu'à 53% de sa consommation nationale depuis le territoire français. Monsieur Fodop, mon argument tient. Tout à l'heure, je sais pourquoi j'ai mobilisé cet argument de traumatisme. On va pas arriver là. Quand on fait monter des gens généraux sur la base des copinages, sur la base de choses qui ne sont pas objectives, c'est-à-dire de leurs prestations sexuelles privées, quand on les fait monter généraux, ils ne peuvent rien apporter à l'État. La France, là, comme elle est là, elle ouvre un conflit avec l'Algérie. Elle va perdre, je dis même militaire. C'est bien noté. Jonathan, permettez que je continue. Ce conflit. Oui, permettez que je continue, c'est bien noté, votre argumentaire a bel et bien été pris en compte. Président Bandakani, je vous retrouve très rapidement. Président Bandakani, je vous retrouve. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'absence de politique africaine véritable de la France. Et ça date d'au moins, ça date de plusieurs décennies. Il n'y a pas une réelle cohérence, il n'y a pas une ligne qui est tracée et qui guide la démarche des diplomates français sur le continent africain. On peut par exemple voir les disparités, notamment dans la situation avec l'Algérie. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de diplomates certains diplomates qui sont proches, notamment, qui sont des experts de la politique africaine, disent ne pas comprendre quel était l'enjeu pour Paris de reconnaître la République du Sahara occidental, parce qu'ils savaient, parce que il est clair que ça n'allait pas plaire à Alger et que Alger pouvait retorquer d'une façon brutale et que cela pouvait conduire à un refroidissement des relations entre les deux pays avec toutes les pertes économiques et aussi d'autres conséquences qui pourraient survenir. Alors, est-ce que vous suivez la voie de ceux-là qui pensent que le problème de la France ces dernières années sur le continent africain, c'est l'absence de politique réelle, de ligne réelle de politique, et que les décisions sont prises parfois de façon, mais alors sur des bases très peu maîtrisables? Mais mon cher Guy, c'est ce qui se voit. C'est-à-dire que si nous, à l'observation factuelle, qu'est-ce qu'on voit? Une France à la défensive, sur la défensive, sur totalement tous ces dossiers en Afrique subsaharienne, ce qui traduit une faille dans la diplomatie française quant à sa capacité à ordonnancer ses actes diplomatiques dans le cadre d'une cohérence politique. Vous l'évoquez là, ce qui permet de convoquer les discours de Macron devant le corps diplomatique. Bon, si on appelle ça une politique... Des discours eux-mêmes, voilà. je renchéris là-dessus, président Bandakani, des discours eux-mêmes qui ont fait beaucoup plus de mal que de bien, parce que, encore une fois de plus, toute l'incohérence de cette politique est sortie, parce que le but était de rassurer très certainement, mais cela a encore davantage augmenté, aggravé la scission qui existait déjà avec un certain nombre de pouvoirs sur le continent africain. Si un président n'est pas en capacité de définir clairement et de manière cohérente et sérieuse la stratégie diplomatique de son pays devant ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre, vous attendez à quoi? Lorsque en plus même les outils de cette diplomatie sont dans un état d'errement, lié même à la volonté du président de changer la diplomatie, on ne sait pas, les généraux sont ambassadeurs, même les musiciens vont devenir ambassadeurs, etc. Au détriment des professionnels du métier. Vous voyez que l'État met la diplomatie de son pays, mais c'est une bonne chose pour nous, on constate seulement. Une très bonne chose pour nous. Non, ça se voit sur le dossier algérien que vous êtes en train de mettre là. Ça se voit sur le dossier algérien où on confond la politique diplomatique à la gestion d'un accord de 68 sur les visas, etc. De temps en temps, ce sont des leçons qu'on se donne de part et d'autre. On vote des lois pour dire que la colonisation avait un côté positif. Voilà 2005, vous vous rappelez. L'Algérie va réagir violemment en 2010 avec elle aussi une proposition de loi visant à dire que la colonisation française était un crime. Voilà, crime contre l'humanité, etc. Donc, mon cher Guy Forum, une diplomatie se base sur des intérêts. Il y a la diplomatie est fondée sur des intérêts concrets qu'on met en perspective dans le cadre d'une géopolitique, des orientations diplomatiques qu'un pays s'est donné librement. Alors,
le cas des relations entre la France et l'Algérie est la preuve des problèmes extraordinaires que la France a avec sa mémoire. En particulier la mémoire avec l'Afrique en général et l'Algérie en particulier. Tantôt non, c'est que la colonisation est un crime contre l'humanité. Non, tantôt il ne faut pas se repentir, il n'y a pas de repentance à faire. Tantôt la colonisation était une bonne chose, ça n'a pas, il n'y avait pas que du négatif, ça a construit des routes, ça fait tantôt. Donc, en même temps, c'est le pays de la Révolution française, c'est le pays de l'universalité, qui a une conception de l'universalité. J'écoutais encore du Villepin ce matin, un autre fanfaron qui découvre maintenant que le soleil brille, oubliant tout ce qu'il a fait en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, etc. Donc, à partir du moment où votre mémoire est tiraillée entre votre propension à vous présenter comme le pays de l'universalité, le pays de la partie des droits de l'homme, et les pratiques concrètes de votre État, à savoir la colonisation, l'esclavage, et que vous n'arrivez pas à assumer. Mais, mon cher Fodom, ça débouche sur une diplomatie qui n'est pas à la hauteur. Deuxièmement, il y a la nature même du président français à l'heure actuelle. C'est un homme étrange, tout à l'heure Jonathan Batengene en parlait, c'est un homme étrange, avec une mentalité qui a de la peine à correspondre avec l'image que la France se donne. On a ramassé un jeune homme, mon cher Guy, qui n'a pas eu d'enfance, et que tous les psychologues reconnaissent qu'il a des problèmes, ça ne va pas. Bon, laissez, c'est pas Afrique Média qui parle, je convoque les psychologues italiens, français, qui dressent le profil mental de M. Macron. Tous sont frappés par le caractère étrange de sa mentalité. Étrange de sa mentalité. Et ça se retrouve, n'est-ce pas, ça se répercute sur sa diplomatie. Moi, je vous demande, qu'est-ce qui peut pousser un dirigeant, dans le cadre d'un discours au corps diplomatique, je répète encore, discours au corps diplomatique. Quand on fait un discours au corps diplomatique, c'est-à-dire aux ambassadeurs, etc., de son pays, on s'entend à ce qu'on appelle un chef-d'œuvre de diplomatie. C'est-à-dire quand un président parle devant la représentation diplomatique de son pays, le corps des ambassadeurs, généralement, ça a l'occasion qu'on va découvrir la finesse, le génie dans l'expression des intérêts diplomatiques du pays. C'est-à-dire le caractère raffiné de la politique du pays, c'est là où on ressent ça. Mais c'est dans ce discours que le président français se permet d'insulter avec une rare violence masquée tout un continent et l'ensemble du peuple africain. Quand un président dit dans un discours que l'ingratitude est une maladie qui est non transmissible à l'homme, et qu'en même temps il dit que les Africains sont ingrats, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire qu'il dit que les Africains ne sont pas des hommes. Mais je suis, c'est-à-dire, il le dit. On est en diplomatie, il est devant, c'est une instance diplomatique. Et c'est là où il vient dire ce genre de propos. C'est-à-dire quelqu'un en plein début du XXIe siècle nie l'humanité des Africains. Vous croyez qu'il pense quoi des Algériens dans son fond? Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a des propos qui ont fuité de l'Élysée. Il y a eu des fuites où on voit très bien ce qu'il pense justement de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on attend d'un monsieur qui est convaincu qu'en face de lui, il y a des sous-hommes? Ben, les Algériens, pour ne plus parler que de l'Algérie, vont passer le temps à lui montrer que monsieur, on est des hommes. Et ça va clasher. C'est ça qu'on est en train de voir là. Mon cher Guy Fano. C'est ça qu'on est en train de voir. Donc, nouvelle guerre Alger-Paris, bon, je ne crois pas. Parce que elle a dit, c'est Jonathan qui l'a dit, qui a rappelé, la France n'a pas les moyens de faire la guerre à l'Algérie. C'est-à-dire que bon, ça parce qu'on a l'arme nucléaire, que forcément on peut faire une guerre classique ou une guerre. C'est-à-dire que, deuxièmement, bon, ils ont tellement d'intérêts, les deux pays ont des intérêts historiques, ont des intérêts économiques tellement liés que ça ne va pas arriver. Mais le rêve de la France, de voir le passé colonial qu'il y a les deux pays, ne peut être, d'après la France, instrumentalisé dans la politique intérieure de l'Algérie. Ce rêve-là, il faut le dire, Guy, ça demeurerait un rêve. Parce que Paris ne fait rien pour que, justement, pour atteindre ses buts en la matière. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça à l'égard d'un pays
C'est-à-dire que quand on lit l'histoire des deux pays, faut-il rappeler, le général de Gaulle me rappelle, le général de Gaulle dit en son temps, après les accords d'Évian, il dit que l'Algérie est la porte par laquelle la diplomatie française passera pour parler au tiers-monde. C'est ce que de Gaulle dit. De Gaulle le dit à ses diplomates. Il dit que le pays, c'est là. Il est particulier. Et si nous voulons parler au tiers-monde, il faut que nous passions par l'Algérie. Alors à l'époque, l'Algérie est au firmament de son rayonnement diplomatique dans le cadre des pays non alignés, les pays du tiers-monde. De Gaulle le dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe, mon cher Guy Fondop, c'est que la France a décidé de manière unilatérale de reconnaître la marocanité du Front Polisario. Mais pour l'Algérie, c'est une déclaration de guerre, vous le savez. C'est une déclaration de guerre. Parce que toute la stratégie régionale de l'Algérie, sous-régionale de l'Algérie, son prestige, son rayonnement, est remise en cause brutalement par la France. Je ne reviens pas sur le dossier de Boualem Sansal, cet écrivain. C'est incroyable comment un président français peut te permettre en plein jour de donner des leçons, des injonctions, c'est-à-dire de moraliser l'État algérien sur le cas précis d'un soi-disant, d'un écrivain. Mais son problème, quand vous voyez ce que la France dit, ce que dit l'État algérien, ça n'a rien à voir. Rien à voir. M. Macron transforme ça en un sujet de défense des droits de l'homme pour moraliser l'État algérien et donner des leçons à Mondovision, dans le cadre de son discours devant le corps diplomatique. Donc, il y a là une démarche, n'est-ce pas, qui va certainement crisper davantage ces relations. C'est ce qui explique le fait que, vous avez vu, l'Algérie, subitement, s'est rabattue sur deux pays de l'AES pour aller réchauffer les relations, le Niger et le Burkina Faso. S'est rabattu rapidement. Parce que c'est clair. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, moi je veux jouer l'AES contre toi. Je veux jouer l'AES contre toi. Même si j'ai le problème avec le Mali, on va même s'entendre. On va même s'entendre. On va même s'entendre. Donc l'Algérie se rabat rapidement sur l'AES pour dire que, ok, c'est ici que je vais te montrer que j'ai la capacité de te nuire. Mais tout ça, c'est quoi? C'est lié au fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux systèmes diplomatiques, deux États qui ont des choses qu'ils ont fait en secret, beaucoup de choses qu'ils ont fait en secret, mais qui, à cause, n'est-ce pas, de la nature, non seulement des dirigeants, de M. Macron, mais aussi de l'appareil d'État qui tient l'Algérie aujourd'hui, sont amenés, n'est-ce pas, à ne pas être en mesure de s'entendre sur l'essentiel, à savoir que les deux pays ont des intérêts communs forts et que ça aurait pu être géré, tout le monde dirait qu'on peut gérer ça autrement. D'ailleurs, il y a des voix en France à l'heure actuelle qui désavouent le comportement de M. Macron. De vouloir prendre l'affaire, d'autres le font pour dire que mais c'est incroyable. On ne peut pas s'amuser comme ça avec l'Algérie. C'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères a dit ok, je suis prêt à aller en Algérie. Mais avant de dire que tu es prêt à aller en Algérie, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Le patron des renseignements français, même arrivé à Alger, il y a cela 2 jours, il n'a fait que 3 heures. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Bien ce qu'il va causer en 3 heures en Algérie. Mais, Guy, c'est déjà un état de guerre lavé, quasi lavé. C'est une guerre diplomatique. C'est une guerre diplomatique. Et les guerres diplomatiques ont des conséquences. Économiques aussi. On vient de voir le cas du blé. Très bien, le blé. Ce n'est pas seulement le seul cas. Les projets de diversification de l'approvisionnement français en matière de gaz, est-ce que c'est là qu'on sort? Est-ce qu'il est concrètement rationnel de faire comme si l'Algérie n'existait pas dans de telles démarches? Quand on connaît le poids de l'Algérie en la matière, non seulement en termes de dépositaires, de propriétaires de gaz, dans son sous de producteur majeur de gaz, mais en plus, le caractère. Est-ce qu'on va contourner l'Algérie sur tous les longs tracés qu'on veut faire pour évacuer le gaz, etc. Donc, vous voyez que il y a matière à réflexion. Mais tout ça aussi est lié. Il faut le dire que tout ça est lié aussi. Ça, on ne le dit pas assez. C'est la montée en puissance des armées du Burkina Faso, du Niger, du Mali, dans la lutte contre les terroristes et le terrorisme qui oblige à faire ça. Parce qu'il faut le dire.
il y avait un deal secret entre Paris et Alger. Il y avait un deal secret entre Paris et Alger dans la gestion de la menace terroriste, dans le sens d'une part, de consolider les intérêts de la France et d'Alger en même temps. L'Algérie qui se voyait très bien dans un rôle de puissance sous-régionale, qui lui permettait de maximiser un ensemble de gains stratégiques, y compris une façon pour l'armée algérienne de faire du nord du Mali une profondeur stratégique qui permettait à l'armée algérienne de faire un ensemble de manœuvres stratégiques aux dépens du Mali. La France et l'Algérie ils ont dealé parce que on pillait les ressources naturelles du Mali, là, au point d'incorporer ça qu'il faut dans le PIB algérien. Et c'était pas une petite part. Nous avons les données. C'était pas une petite part. Ce qui a amené, n'est-ce pas, l'Algérie à se positionner en disant, bon, moi je suis le parrain des accords d'Alger. Je suis même, c'est-à-dire j'ai même une lecture, je pense que même je comprends les intérêts du Mali mieux que les Maliens et leur État. Donc, si on doit mettre en œuvre ces accords, c'est moi le médiateur et je me réserve un droit de préemption en matière de lecture, n'est-ce pas, des enjeux là. Mais c'est quand même grave, Guéfalo. Mais à l'époque, quand ça les arrangeait, les deux s'entendaient. Ils s'entendaient sur le dos, n'est-ce pas, il y a une espèce on fait un deal secret pour dire que okay, le Sahel là, écoute, on est là à deux. La tournure compris les événements, l'Algérie était préparée à anticiper sur ce qui est arrivé dans le Sahel. La France a été chassée. Et la France a dit, ok, dans ce cas-là, comme toi, l'Algérie, tu ne m'as pas suivi dans ce dossier. Parce que quand il y a le problème au niveau de la CEDEAO, on se rappelle les positions de l'Algérie. La France n'a pas apprécié, tu ne m'as pas suivi. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais reconnaître la marocanité du Front Polisario. Moi, je reconnais ça parce qu'à la guerre comme à la guerre. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, maintenant, le vrai sens de tout ce qu'on dit là, c'est quoi? Ben, il faut que les États de l'AES, les pays qui sont en guerre contre le terrorisme et les terroristes, tirent toutes les conséquences de cette situation à leur avantage. C'est tout ce qu'il y a. Sinon, ce qu'on fait là, c'est quoi? Nous ne sommes pas des journalistes. Bon, c'est pour les journalistes ici, mais nous, on n'est pas des journalistes. Ce qu'il faut là, c'est que maintenant, comme c'est comme ça, est-ce que l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali, le Burkina Faso et le Niger tirent toutes les conséquences, tous les avantages de cette situation pour continuer à écraser la menace terroriste? Puisque cette situation, observons la bien dit, ça met un pays comme le Mali dans une situation d'urgence. Vous savez très bien qu'il y a un débat sur... comme les gens parlent souvent beaucoup de l'AES en oubliant que s'ils ont un problème, ces pays-là, c'est leur enclavement. C'est des pays enclavés. Ils n'ont pas de débouché portuaire, vous le savez très bien. Alors malgré ce que dit le droit international, à savoir que si un pays n'a pas un débouché portuaire, on suppose que le pays qui en a, on considère que bon, tu n'as pas le droit de lui priver, n'est-ce pas, de ces débouchés-là, mais les pays s'en fichent. La Côte d'Ivoire, la CEDEAO, on a bien vu la CEDEAO s'en foutre de ce que dit le droit international sur la matière. Même s'il est vrai que le Togo vient de dire qu'elle est prête à rejoindre l'AES. Oui, bon, ça je veux voir. Oui. Ce sera un autre débat, oui. Oui, non. Je sais que toi tu es très informé sur ces évolutions-là. Bon, nous sommes très prudents. Nous restons extrêmement prudents. Ce serait une bonne chose, hein? Parfaitement. Ouais, bon, ça donnerait cet accès-là qui, dans le cadre, puisqu'on est dans la mutualisation des moyens, cela voudrait dire que tous les moyens portuaires du Togo deviendraient les moyens portuaires des États de l'AES. Oui. Tout à fait. Un candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire explique que s'il gagne l'élection, ils intègrent l'AES. C'est un débat. Cela voudrait dire aussi que dans le cadre de la mutualisation des moyens, le port d'Abidjan, dans ce cas-là, serait mutualisé avec les ports secs des autres États de l'AES. En tout cas, ça pose. Le débat, il est là. Oui. Et c'est un débat majeur pour les pays de l'AES et pour le Mali. La question de débouchés maritimes. Parce que le Maroc s'empresse très vite de dire, moi je vous offre ça. Bon, maintenant, au-delà de ce que j'appelle au-delà des positions idéologiques, des principes, mais les pays comme le Mali font face à des défis concrets
que ils ne peuvent pas regarder une pareille offre comme s'il n'y avait rien. Sans prêter attention. Ils ont des problèmes d'encadrement. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien. Or, tout ça aussi, la France joue dans tout ça pour essayer de piéger l'AES, de la diviser, de créer des oppositions pour affaiblir cette dynamique. Donc il faut être extrêmement prudent. On est là devant une espèce d'imbroglio diplomatique à plusieurs tentacules. Il faut que tous les acteurs qui sont impliqués, et notre intérêt, nous, c'est que l'AES, les pays de l'AES en tirent le maximum d'avantages pour en finir avec cette menace terroriste-là. Il faut qu'on voit dans quelle mesure cette situation permet de dégager de nouvelles perspectives diplomatiques et stratégiques pour ces pays-là. Moi, je pense que c'est l'enjeu de notre point de vue. À partir du moment où l'Algérie commence à avoir maille à partir avec un rôle qu'elle a longtemps assumé, la grande Algérie tiers-mondiste, anti-impérialiste, je pense que le marqueur majeur de la diplomatie algérienne, c'est son anti-impérialisme. On est gêné quand même, il faut le voir que quand il s'est agi de ce qui se passe, que ce soit au Mali, dans le Sahel, l'intérêt national de l'Algérie a primé, c'est cette orientation-là, stratégique. Mais il y a des pays qui en ont fait les frais. Donc, c'est très gênant. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, les panafricanistes sont incompris par une certaine opinion algérienne, parce que on nous oppose au fait que vous avez oublié le rôle qu'on a joué hier, vous oubliez la grande Algérie, machin, c'est pas de ça qu'on parle. D'ailleurs, nous exigeons que l'Algérie se le concilie justement, du moins retrouve la cohérence de l'orientation fondamentale de sa diplomatie, l'anti-impérialisme, comme on le voit sur la question palestinienne, par exemple. Mais pourquoi c'est valable pour la Palestine et pas valable pour le Sahel? Pourquoi? C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Pourquoi sur la question du Sahel, l'Algérie n'a pas la même cohérence anti-impérialiste qui a fait sa grandeur et qui a sa marque diplomatique? Elle n'a pas la même cohérence. On voit un double standard quant à la question, n'est-ce pas, du Sahel et la question de la Palestine. Mais nous, les panafricanistes, on dit que non. Nous, on n'a pas connu l'Algérie comme ça. Nous disons que nous pensons que du point de vue panafricaniste, c'est dangereux pour l'Algérie. C'est d'ailleurs, on est en train de voir à quoi ça entraîne l'Algérie. Moi, je pense que, Guy Fondop, l'Algérie est grande quand elle connaît maintenir le lien historique avec l'Afrique subsaharienne. L'Algérie est forte quand elle s'entretient ça. Elle n'est pas forte quand elle se lance dans des dynamiques où elle croit que la Méditerranée, parlons comme ça, la tentation atlantiste, la relation avec les États-Unis, va lui donner les moyens de négocier au niveau international une place de puissance sous-régionale au détriment des pays africains. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les explique maintenant que voici le problème que vous avez avec nous les panafricanistes. Est-ce que vous êtes encore l'Algérie qu'on a connue là? Ouais. Alors, et ça pour nous rassurer, c'est pas seulement de faire une visite au Burkina Faso, ni au Niger. Non, on veut voir cette politique-là. On veut la voir concrètement. Un réchauffement sérieux des relations entre le Mali et l'Algérie, c'est un indicateur clair. Vous voulez faire taire la bouche de Paris, mais je suis heureux qu'ils aient pensé à ça. Votre profondeur, c'est l'Afrique subsaharienne. Et l'Algérie a des atouts. L'Algérie a des grands atouts par rapport à ça. Donc moi je pense que Guy Fondop, moi je pense que tout ça c'est lié à une espèce de... C'est une grande armée algérienne. C'est pas nous qui allons remettre ça en cause. Le mouvement de libération nationale de l'Algérie est entré dans l'histoire. Elle a une portée universelle désormais. Pas remettre ça en cause. Mais il faut que ça se renouvelle et qu'on puisse se projeter dans les défis d'aujourd'hui. Moi j'ai l'impression que l'armée algérienne, une partie de l'armée algérienne a de la peine à épouser le rythme de notre temps. Je peux me tromper, hein. J'ai beaucoup de respect pour l'armée algérienne, vraiment. Je le dis, j'ai beaucoup de respect pour l'armée algérienne, mais je vois, ça se voit. Ça se voit qu'il y a un problème de s'adapter. Hein? Sans parler comme le voyou de l'Élysée qui parle de rente mémorielle, mais on voit, quand on voit la question du Mali, quand on voit la question du terrorisme, on voit bien qu'il y a des problèmes qui ne vont pas. Et ça c'est un indicateur. Ça montre que, comme je l'ai dit, dans l'appréciation des intérêts de la diplomatie algérienne, dans la manière dont elle se projette, on a l'impression que les bagarres d'appareils, les luttes pour les intérêts d'appareils au sein de l'armée sont en train de prendre le pas sur la lucidité diplomatique et la capacité de ce pays à se projeter sur le champ international en
en s'appuyant sur sa profondeur naturelle. Je répète encore qu'elle a fait subsaharienne. C'est ça qui a fait la grandeur de l'Algérie. C'est ça qui a fait la grandeur de sa diplomatie. Quand on a notre statut de Bouteflika, à une époque, quand à 25 ans, il faisait rayonner la diplomatie algérienne, c'est parce que il avait réussi, on vous appelle des relations qu'il y a eu entre l'UPC et les révolutionnaires algériens. FLN. Très bien, FLN, c'est parce qu'il avait réussi à bien articuler ça. On espère, je vais terminer par là, que ça est nostalgique, que bon, on peut retrouver cette ère-là, une diplomatie où l'Algérie comprend que son intérêt, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est le Sahel. Vaut mieux se réconcilier avec l'Algérie, les pays de l'Est, sérieusement, que d'aller errer dans la recherche, n'est-ce pas, des promesses d'un atlantisme qui ne va rien donner, de rêver, n'est-ce pas, d'une Méditerranée, n'est-ce pas, dans laquelle son leadership est discuté, n'est-ce pas, par le Maroc, etc., d'autres pays, la Tunisie même. Alors que naturellement, sa relation avec l'Afrique subsaharienne lui donne un prestige, une puissance qu'elle n'a pas ailleurs. Merci. Oui, Bertrand, oui, un mot. Je pense que le président Banda, surtout qu'à un certain niveau, président quand on regarde cette brouille, on a l'impression que c'est une brouille des oligarchies. Pourquoi je le dis? Parce que la France estime que, en remettant l'accord bilatéral de 68 et en appuyant sur refus d'accepter vos ressortissants délinquants de France, je restreins les visas. C'est des mesures, en fait, qui frapperaient l'oligarchie algérienne. Parce que cet accord de 68 est la conséquence des accords déviants de 62. C'est pour ça que certains hommes politiques en France expliquent à Rotaillot et aux autres que vous êtes démagogiques. Vous ne pouvez pas remettre l'accord bilatéral de 68 sans revoir l'accord de 62. Et bien malin celui qui va s'asseoir pour renégocier les accords déviants de 62. Déjà, les accords déviants de 62 n'ont pas été très bien négociés. On s'est arrêté un peu dans une forme de négociation à mi-chemin. Donc, on a l'impression qu'au-delà du fait que c'est une lutte d'oligarchie, c'est une lutte en fait aussi de ces oligarchies qui ne semblent plus être légitimes par les peuples. C'est-à-dire qu'une bonne partie d'Algériens explique et vraiment comme Banda estime que la hiérarchie militaire doit faire son temps. Parce que ceux qui sont à la tête aujourd'hui de la hiérarchie militaire, c'est les militaires 62. C'est comme en Afrique, on n'aime plus les 82 ans. Eh bien, c'est les 82 ans. Hein. C'est les 90 ans. Vous n'avez pas de jeunes officiers de la cinquantaine qui sont à la tête de l'armée algérienne. C'est-à-dire, quand vous regardez le patron des services secrets, les chefs d'état-major des armées, les chefs d'état de tous ces États, ils ont 75, 80, 85 ans. Et une forme d'Algérien aujourd'hui, comment je vais dire, mondialisé, ne se reconnaît plus. Même des jeunes officiers algériens aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans cette vision, même sécuritaire, sécuritaire, en quelque sorte, incarnée par cette vieille garde algérienne. Donc ils ne sont plus légitimes. Les hommes politiques algériens aussi ne sont plus pour la plupart légitimes parce que la révolution de FLN, oui, l'Algérie est dans le top 5, mais l'Algérie devait être, l'Algérie au moins avec ses richesses, qu'on va dire, naturelles, aurait dû être quand même beaucoup plus développée et avoir une industrie beaucoup plus forte. Donc il y a eu beaucoup de pillage et beaucoup de mauvaise gouvernance. La quasi-totalité de cette élite a des maisons dans les quartiers riches parisiens. Vous allez à Neuilly, vous allez dans le 16e arrondissement, c'est des hôtels particuliers de toute l'oligarchie algérienne. Pareil aussi en France. 60% des Français veulent le départ de M. Macron. Les rotailleux, c'est la vieille classe politique recyclée. Des gens comme Mme Laborde revient. Elle a utilisé une cinquantaine de fois le 49.3. Des gens comme M. Manuel Valls. Donc, cette friperie politique française qui a justement mis la France dans une situation extrêmement compliquée, même Dominique de Villepin qui donne des leçons aujourd'hui, eh bien, ils ne sont plus tout à fait légitimes et portés par... Donc, c'est une crise en fait où les peuples algériens, c'est-à-dire quand vous allez dans des quartiers difficiles français, là, ils vivent les mêmes difficultés, les mêmes Français, c'est-à-dire la même pauvreté des quartiers difficiles en Europe, ils ne se reconnaissent pas dans cette décision-là. C'est pour ça que moi, je pense un peu à l'idée du président Banda que la réincarnation de la nouvelle diplomatie algérienne
je crois peut-être qu'au sein du FLN, il peut exister de jeunes Algériens, c'est-à-dire qui incarnent ce que les Bouteflika ont incarné véritablement à un certain temps. Parce que cette diplomatie-là, c'est-à-dire la famille diplomatique algérienne aujourd'hui, ils se sont embourgeoisés, sont corrompus. Et ils ont beaucoup de compromissions en quête avec l'Europe. C'est pour ça qu'ils se font peur. Arrête-moi, tu vas voir ce que je veux faire. L'autre crie, arrête-moi, parce qu'ils sont dans de grosses compromissions. Et si les journaux se mettent à relever les scandales, il va y avoir beaucoup de scandales et ça va discréditer les uns et les autres. Donc, les Français font pression. On vous voit vous rapprocher de l'AES. Faites attention, on va remettre en cause l'accord de 68. Les Algériens disent que, vous faites attention parce qu'il y a des contrats, même dans le gaz, le pétrole là, il y a des contrats qui ne sont connus que des généraux. Donc, ces contrats de gaz et de pétrole, faites attention. Donc, ils se menacent véritablement. C'est des luttes d'oligarchie, c'est des luttes de classe, c'est des luttes, comment je vais dire, que de monarchie. Mais quand vous regardez les quartiers difficiles d'Alger, vous allez dans les quartiers difficiles d'Alger, vous allez dans les quartiers nord de Marseille, vous allez en France et tout, le peuple regarde cette histoire et dire que nous, on a intérêt à l'Algérie. Le jeune Algérien dit, moi j'ai intérêt à la France parce que je fais de très bonnes études d'ingénierie, je peux faire une année optionnelle en France et acquérir davantage, comment je vais dire, que d'expérience. Le jeune chef d'entreprise de Marseille dit, mais Alger pour moi c'est un marché relativement important, donc cette population-là, cette classe-là ne se reconnaît pas, président, dans ce que je peux appeler une classe vieille aussi, il faut le dire, de notre FLN qui a incarné à un moment donné, qui a été l'ami de l'UPC. Je ne sais pas si l'UPC, si elle était restée au pouvoir, peut-être elle est aussi un peu s'usée, mais je veux dire qui a été en quelque sorte et qui a du mal à s'adapter dans cette mondialisation et même dans ce panafricanisme aujourd'hui qui gagne l'Algérie. Donc c'est effectivement... Oui, président Dakani. C'est important, je remercie Guy de me permettre de m'exprimer encore là-dessus, c'est que Bertrand dit. C'est une question vraiment... les deux pays ne sont pas en guerre, mais c'est une bombe. Ça fait comme une bombe à fragmentation, cette situation-là. Vous vous rappelez, Guy Fondop, si vous lisez l'histoire de la France, la 4e République française s'explose à cause de la guerre d'Algérie. Ah oui. Elle se fonde. Bon, regardez aujourd'hui en France comment la 5e République, telle que fabriquée par le général de Gaulle, est en train d'être complètement dépassée, n'est même plus adaptée. D'abord au flanc, dans sa partie intérieure française, la question de l'immigration et la question de la grande pauvreté qui frappe les Français est en train, n'est-ce pas, de ronger ça de l'intérieur pendant que le panafricanisme, ici, dans, entre guillemets, l'Empire, est en train de complètement déshabiller la France. Les hommes politiques français répondent à ça comment? La question de l'immigration, vous voyez, parce qu'actuellement, les derniers événements qui créent des frictions, c'est quoi? C'est la question des visas. C'est-à-dire que la France veut régler la question de l'immigration et veut faire de l'Algérie un simple sous-traitant. J'expulse les gens chez moi, toi tu dois les recevoir automatiquement. L'Algérie dit non. Moi, c'est pas comme ça. Ce sont aussi tes enfants. Non, c'est pas comme ça. Il y a le principe de ce sont des franco-algériens. Ce sont des franco-algériens. Il y a un accord. Oui. Mais c'est ça pourquoi? Parce que la France veut régler un problème interne sans le régler véritablement. Oui, tout à fait. Et la France qui dit avoir peur, parce que, rappelez peut-être un peu les propos ou alors les agissements de ce blogueur, de cet influenceur algérien qui a été expulsé de France. La France qui accuse les autorités algériennes de soutenir un ensemble d'influenceurs qui appellent ouvertement au terrorisme et aux attaques contre les institutions de la République française. Et donc Paris qui pense que Alger lui fait une sorte de guerre, on va dire, par procuration comme ça, mais sur la toile, sur les réseaux sociaux, via donc ces influenceurs qui sont en Occident et qui pourraient pousser à la déstabilisation de la France si jamais les multiples appels lancés étaient suivis. Mais tout à fait. Vous voyez, de l'autre côté, très bien. Vous avez pendant le moment qu'a duré l'Irak, en Algérie. Les gars du Irak demandaient entre autres choses que il faut que l'armée, il faut que le pouvoir algérien devienne civil. Et oui, voilà. C'est une des revendications. Que le pouvoir là devienne civil, qu'on est fatigué des militaires et leur pouvoir. Mais la manière dont les médias français et certains réseaux français répercutaient l'affaire ont donné l'impression aux militaires qu'en réalité, les gars du Irak sont
instrumentalisé d'une certaine façon par certains réseaux français pour délégitimer le rôle historique qu'a joué l'armée. Tout à fait. Donc, oui, comment? Tout à fait. Ça crée une situation. Vous voyez que non. Les deux, c'est-à-dire la classe politique française, d'une part, et l'armée algérienne qui tient le pouvoir, vous voyez comment ils se retrouvent dans une situation où, pour maintenir chacun, pour conserver, n'est-ce pas, les deux régimes. Vous voyez comment les deux classes dirigeantes s'affrontent et sont incapables d'apporter les réponses à des problèmes qui désormais sont en train de, comment dire ça, en France c'est clair, c'est-à-dire que la 5e République terminée. Non, c'est fini. C'est terminé. Vous avez d'un côté à l'Algérie où la jeunesse algérienne dit ok, d'accord, moi vraiment, vous avez fait des grandes choses en 60, c'est bien. Oui. Mais nous, on veut un gouvernement civil. Dans les casernes, on est fatigué. Oui. Mais Guy, là encore, nous sommes interpellés par ça, nous les panafricanistes. L'Algérie, ce n'est pas n'importe quel pays. La puissance de l'Algérie, son modèle économique, je voudrais rappeler ici ce que j'ai dit la dernière fois. L'Algérie est le pays qui a payé toute sa dette à l'égard du FMI, qui n'a pas de dette. Il faut rappeler ça. Vous savez que l'Empire financier international ne tolère pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt versé. Clair. Oui. Dans tout pays. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun outil de contrôle de votre économie. Oui. Très bien. Nous savons aujourd'hui que dans les officines de la géopolitique occidentale, un État comme l'Algérie présente le meilleur profil pour être renversé, décapité. Parce qu'il est relativement fort, il a une identité historique qu'il réclame, qu'il revendique, il est anti-impérialiste, on voit ses positions sur le dossier palestinien, et il est dans un positionnement qui, à un moment donné, heurte de front les intérêts français. Donc vous voyez dans quelle mesure, c'est-à-dire que ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la France, si elle ne veut pas affronter l'Algérie ouvertement, ne se gênerait pas à contribuer d'une manière objective à ce que cet État s'effondre. Et vous voyez très bien qu'il y a à côté l'État marocain qui n'attend que ça. Donc, vraiment, nous, on n'attend que ça, chers consorts. Vous voyez, l'Algérie a beau aller faire un pacte avec les États-Unis, ça lui met à l'abri de rien du tout. Nous connaissons comment les Américains fonctionnent, ça lui met à l'abri de rien du tout. Voilà. Voilà. Donc, mon cher Guy Fondop, c'est un problème, c'est un dossier. On doit avoir un regard global quand on aborde la question de l'Algérie, dans cette affaire-là, pour qu'on s'assure que les erreurs de la diplomatie algérienne à l'égard de sa profondeur subsaharienne ne nous amènent pas à oublier aussi le symbole et le... Comment on dit ça? Le symbole et la place qu'occupe l'État algérien dans une stratégie de libération du continent africain. Vous voyez ce que je veux dire? Parfaitement. Donc on doit savoir vraiment, il est important de savoir tanguer dans tout ça de manière à sauvegarder l'essentiel. Mais nous espérons que vraiment la diplomatie algérienne l'Algérie va se ressaisir et comme moi c'est mon souhait, réconcilier justement, se réconcilier avec son passé panafricaniste, tiers-mondiste et anti-impérialiste. Voilà, Président Bandakani, tout à l'heure on parlait donc du blogueur Chouaki Benzara et un État français qui pense que comme Chouaki Benzara, il y a de nombreux autres qui sont soutenus par Alger avec pour mission de déstabiliser la France en appelant notamment au terrorisme ou bien à la révolte qui pourrait, on se souvient encore des années de la guerre d'Algérie où finalement Paris était autant en guerre à un moment donné qu'Alger dû au fait justement des doubles nationalités et de la présence massive de citoyens algériens sur le territoire français qui avaient donc apporté la guerre, qui avaient apporté, conduit ou alors reproduit la guerre d'Alger sur le territoire français. Tout à fait. On va rapidement marquer une pause et quand on revient, ce sera pour aborder la situation dans la bande de Gaza, l'accord de paix qui a été signé entre le Hamas et l'État d'Israël, alors que l'État d'Israël avait dit que la guerre dans la bande de Gaza visait à détruire le Hamas et dont le Hamas finalement qui a signé avec l'État d'Israël sur la même table. On revient juste derrière pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi il y aurait donc eu finalement plus de 66 000 morts. On marque une transition. Et retour sur le plateau du débat panafricain et rappelez donc la semaine a également été marquée par un accord de cessez-le-feu qui a été signé entre Israël et le Hamas. Rappelez que un peu plus d'un an et demi plus tôt, si Israël avait envahi la bande de Gaza et causé donc on parle de 65 000 morts aujourd'hui, c'était pour détruire le Hamas. Et finalement, Israël s'est retrouvé à la table donc de négociations avec le même Hamas
et avec le même Hamas, un accord de cessez-le-feu a été signé et un accord qui devrait d'ailleurs entrer en application ce dimanche. Et sur ce plateau, on va en parler. Mais je vais commencer cette fois-ci rapidement par vous, professeur Bellec. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes en multiplex? Professeur Bellec, est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, je commence par vous, professeur Bellec. Alors, la rédaction a titré sur 46 000 morts, mais on parle de plus de 65 000 personnes tuées dans la bande de Gaza. Là, on parle de Palestiniens. Et justement, un accord a été trouvé finalement avec le Hamas, le même Hamas dont l'objet de cette guerre qu'a menée Israël dans la bande de Gaza était de détruire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Où est-ce qu'on en est concrètement? Comment est-ce qu'on interprète? Oui, permettez-moi de dire un mot sur le dernier sujet, parce que moi aussi j'aurais voulu dire un mot, mais vous savez, c'est pour dire que entre le Mali et l'Algérie, il y a quand même un minimum de choses à respecter. On peut souhaiter tout ce qu'on veut. Liad Agali, tant qu'il ne sera pas livré au Mali, je ne vois pas comment il peut y avoir entente entre l'Algérie et le Mali. Impossible, rationnellement. Tout le reste, c'est de l'émotion. Ok, mais en termes rationnels, c'est une condition préalable. Je ne parle même pas de Diko. J'ai dit Liad Agali. C'est lui qui crée même le trouble au niveau du Bénin avec le Génim. Bon, donc voilà. Je reviens sur. Vous m'avez posé une question sur Israël. Oui, en fait, ça veut dire que quelque part, les Israéliens, ils sont obligés de céder. Quand même, depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, si je calcule bien, il s'est passé pratiquement 15 mois, là. 15 mois contre un petit territoire, une organisation qui n'a pas le soutien de l'État d'Israël, parce qu'ils sont soutenus par les États-Unis, ils sont soutenus par tout l'Occident, hein, l'OTAN, on va dire l'OTAN, voilà. Et ils ont tenu. Il y a eu 46 morts, 46 000 ou 66 000 ou plus. 46 000 même, c'est 46 000 de trop, quoi. Parce que, franchement, si l'État d'Israël, de M. Netanyahou, était un État qui respecte quand même la vie de tout homme, quel qu'il soit, pas seulement des citoyens israéliens, on arrive à faire un tel massacre. Franchement, juste parce qu'on veut combattre les gens du Hamas, est-ce qu'il y a 46 000 soldats du Hamas? Est-ce qu'il y en a 66 000? Mais il y a des enfants dedans, il y a des femmes, il y a des hôpitaux détruits. Vous voyez? Et vous croyez que l'humanité va oublier ça? Non. Donc s'ils sont raisonnables, ils doivent s'arrêter là. Mais Israël a prouvé qu'ils sont capables de signer des accords de paix et ne pas les respecter. Ils peuvent signer un cessez-le-feu et ils continuent à bombarder. On le voit au Liban. Donc est-ce que c'est si fiable? Ce sont le genre de personnes qui appliquent l'adage de Charles Pasqua qui dit que les accords n'engagent que ceux qui y croient. Et là, ils ont besoin de récupérer des otages. Bon, une fois que ça sera fait, est-ce que vraiment c'est grand? Quand vous avez fait de telles destructions, vous avez pensé qu'au début, ils sont pas bêtes quand même. Vous pensez que vous détruisez autant en espérant que les gens vont venir y habiter à nouveau avec de telles destructions? Vous avez massacré autant. Il y aura l'amour? Il y aura des négociations sincères? Non. Là, c'est parce qu'on a atteint un excès. Même en Israël, la population demande le retour des otages. Même en Israël, les gens trouvent qu'Apoutine Netanyahou est un peu trop extrémiste. Vous voyez? Donc il y a une contestation à l'intérieur même d'Israël. Même dans la diaspora juive hors d'Israël, il y a de la contestation sur cette politique extrêmement sioniste. Parce que le sionisme, c'est OK, on retourne en Israël. Maintenant, on y est. Mais là, ils ont même des plans d'arriver jusqu'en Afrique. Hein. Leur fameux Eretz Israël, là. Hein, avec des gens comme M. Smotrich, là. Ils pensent que même le nord de l'Égypte, ils vont occuper. Hein. Hein? Bien sûr, l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Irak, la Syrie. Bientôt, vous allez seulement entendre que c'est une sous-dépendance d'Israël. Hein. Donc, moi, je pense qu'eux-mêmes, et puis il y a eu la Cour pénale internationale, initiative introduite par l'Afrique du Sud, je pense qu'eux-mêmes se rendent compte qu'il y a quand même un dépassement. Mais est-ce qu'ils sont capables de s'en tenir à ce constat que tout le monde a vu il y a déjà plusieurs mois? Lorsque contre un petit territoire, une organisation comme le Hamas, hein, qu'elle soit terroriste ou pas, on en vient à faire une guerre sur 15 mois avec de tels dégâts au niveau de la population, hein, au niveau des infrastructures, des édifices et tout, même les hôpitaux. Il n'y a pas l'interdiction que l'aide alimentaire entre dans le territoire, pas de médicaments, pas d'aide alimentaire. Et tous les États arabes complices, enfin pas tous,
Excusez-moi, là j'exagère, mais je parle de... En fait, quand je dis arabe, moi je pense pas aux États africains. Hein. Pour moi, les États africains, ils ont pris la culture arabe, ils ont la langue arabe. Quand je dis État arabe, je parle géographiquement, c'est-à-dire la péninsule arabique. Voilà, je vois l'Arabie Saoudite, je vois le Qatar, je vois les Émirats, enfin tous ces États-là qui collaborent très bien, tranquillement avec l'État d'Israël, même quand ils massacrent les Palestiniens en masse. Parce que là, c'est du massacre en masse. En masse. C'est pas une simple réplique de ce que le Hamas a tué des Israéliens le 7 octobre. La suite, là, il y a un moment... Moi, je me souviens bon, parce qu'on parlait de l'Algérie, je me souviens de mon patron quand j'étais étudiant, je faisais des jobs d'été, et il y a eu un été où j'ai eu comme patron M. Chérif, qui était algérien. Il disait, et je n'oublierai jamais ça, les imbéciles n'ont pas de limite dans leur raisonnement. On est responsable. Il n'y a pas un moment où il y a une limite, on dit qu'il ne faut pas la franchir, on va s'arrêter là. Non. Donc, moi, je suis content que les choses se calment, mais est-ce que ça va durer? Ça, je ne fais pas des illusions, parce que l'État d'Israël nous l'a prouvé plusieurs fois. Si ça dure, tant mieux. On regardera les choses avec un autre œil. Mais en attendant, vu ce qu'on connaît déjà, je pense que les Palestiniens vont rester vigilants, et je pense que les Palestiniens ont besoin vraiment de l'aide. Contre, soi-disant, le Hamas, qui a dégusté, c'est la population. Contre, soi-disant, le Hamas, il a fallu qu'il y ait toute une coalition. Je signale que, puisqu'on parle de la France, l'État français de M. Macron était prêt à demander une intervention au sol, hein, en faveur de l'État d'Israël. Donc, l'histoire dira son mot. Mais si la population, qu'elle soit palestinienne ou israélienne, peut penser ses plaies, je parle pour les Israéliens, retour des otages, pour les Palestiniens, un répit, avec arrivée de l'aide internationale, que ce soit la nourriture ou les médicaments, ce serait bien. Et si maintenant les autres puissances mondiales peuvent faire pression pour qu'il n'y ait pas un retour de conflit, que ce soit vraiment que ça s'arrête là, et qu'on laisse place aux négociations. Bon, je sais que les négociations, je vous dis par l'histoire, on sait, n'ont jamais rien donné. On négocie dans cette région, on négocie, mais en fait, il y a toujours un incident qui vient perturber les négociations et tout s'arrête, retour à la case départ, et on repasse les destructions. Et d'où ça vient? Ça vient toujours du camp de l'extrême droite israélienne, comme par hasard, toujours. Y compris le racisme, hein, contre les Noirs, par exemple, contre les Falachas, qu'on a été récupérés en grande pompe en Éthiopie, mais finalement qui sont on les traite de couchés. C'est-à-dire que le côté péjoratif pour traiter un nègre là-bas en Israël. Donc, je ne me fais pas trop d'illusions, mais bon, tout le monde est pour le retour de la paix dans le monde, bien sûr. Voilà, Jonathan Batengue, nous revenons sur ce plateau avec vous. Alors, on a écouté le professeur Bellec, permettez. On a écouté le professeur Bellec qui pense qu'il faut déjà voir si Israël va respecter l'accord de cessez-le-feu. Et on sait que demain, on est 20 janvier, et comme par hasard, ce sera l'investiture de Donald Trump comme président des États-Unis. Il sera de retour à la Maison-Blanche demain. Et on sait très clairement que Donald Trump a affirmé que Netanyahou, jusqu'ici, l'avait trompé, comme il avait trompé d'ailleurs plusieurs autres gouvernements américains avant lui, à travers un post, le partage d'une vidéo d'un universitaire américain qui qualifiait d'ailleurs Netanyahou de tromperie, de fourberie, et accusait Netanyahou directement d'avoir conduit systématiquement plusieurs gouvernements américains à des guerres, notamment en Irak, soi-disant pour détruire des mouvements terroristes qui menaçaient l'existence d'Israël, et que ça n'a jamais été, qu'aujourd'hui ils se rendent compte que cette menace-là, que la guerre n'est pas la façon de faire face à ce qu'on pourrait considérer comme étant des ennemis d'Israël. Alors, vu que Donald Trump revient à la Maison-Blanche, et que, automatiquement, s'il n'est pas content de Netanyahou, il n'y aura plus d'armes américaines, parce que c'est avec les armes américaines, quoi qu'on dise, que la guerre est faite dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il est possible qu'Israël ne respecte pas cet accord de cessez-le-feu? Donald Trump a été clair. Il n'aidera pas Netanyahou à continuer cette guerre. C'est ça, d'ailleurs, ce qui cause ce cessez-le-feu. Parfaitement. Donc, si Netanyahou, avant que Donald Trump n'arrive au pouvoir, il se rebiffe et accepte un cessez-le-feu, qui est une défaite. Hein. Non, on va en parler. C'est une défaite. Répondez d'abord. Non, c'est une défaite. Oui, d'abord, il faut le dire. On va le constater tout à l'heure, d'ailleurs. Oui. Monsieur Vodop, quand vous entendez cesser le feu,
c'est au désavantage d'Israël. C'est un échec. Il nous avait dit qu'il allait démanteler le Hamas. Il n'a pas atteint cet objectif. Le Hamas est encore là. Le Hamas tient bon. Le Hamas a éliminé encore quelques soldats la semaine dernière. Donc c'est une défaite stratégique pour Israël. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Vir, a démissionné. Il a dit qu'il ne peut pas accepter un tel accord de cessez-le-feu. Il dit qu'un tel accord de cessez-le-feu, c'est entériner une défaite stratégique d'Israël. Et que dans les jours à venir, ça augure des lendemains sombres pour le projet sioniste. C'est notre victoire, hein? Nous les panafricanistes, c'est notre victoire. Parce que nous avons levé le ton ici et nous avons permis à la résistance mondiale de prendre courage et de s'organiser encore de manière plus forte. Donc c'est aussi notre victoire. Maintenant, Netanyahou, il ne va pas recevoir l'aide de Trump. Sans l'aide de Trump, il ne peut rien. Israël n'a aucun moyen de faire une guerre. Aucun. En propre. Aucun. Vous avez les Houthis tout à côté. La coalition anglo-états-unienne bombardait les Houthis en temps réel. Et les Houthis avaient assuré le blocus de la mer Rouge, notamment de Tel Aviv. Donc, si Netanyahou se relance dans une aventure scabreuse sans les États-Unis, qu'est-ce qui ne vous dit pas que les Houthis vont massacrer toute leur capitale et puis certainement d'autres villes? Et puis vous avez le Hezbollah qui était aussi en train de tenir. Le Hezbollah a montré à Israël qu'Israël n'a plus l'avantage technologique. Donc ils n'ont pas les moyens. C'est bien parce que vous avez rappelé que ce Netanyahou, c'est un grand criminel. Je me souviens qu'en 1996, quand j'étais encore très petit, quand nous suivions encore les médias mensonges d'Occident, Netanyahou était déjà Premier ministre. Netanyahou était à la tête de l'État d'Israël, avant que ne vienne Ariel Sharon. Il était à la tête d'Israël. Et ce Netanyahou, il semble que en 2001, il était à la tête d'un plan de construire le Grand Moyen-Orient. Le professeur Mbelek est revenu là-dessus. Et il disait qu'on va organiser 7 guerres en 5 ans. 7 guerres. Netanyahou était dans ce projet qui est un projet sioniste. Il fallait déconstruire l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Palestine, totalement la Palestine, le Soudan, la Libye et la Syrie, oui. Donc, voilà les États qu'ils avaient déjà ciblés. Netanyahou est à sa 5e guerre. Il a travaillé avec le criminel Barack Obama, il a travaillé avec le criminel George Walker Bush, le criminel Sarkozy. Ils ont été sous sa coupe. Netanyahou avait comme projet d'étendre l'influence d'Israël jusqu'au Soudan, ici en Afrique. Mais pourquoi le Soudan? Parce que dans le Grand Moyen-Orient, Israël s'étend jusqu'à la frontière, la lisière de ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Donc, c'est en train de prendre de l'eau. Ça n'a pas encore totalement échoué. Hein. C'est en train de prendre de l'eau. Parce que le mandat de Donald Trump n'est pas éternel. C'est 4 ans. Après 4 ans, ils peuvent fabriquer un autre monstre qui viendra requinquer leur projet. Donc, il faudra être très vigilant pendant ces 4 ans. L'un des espoirs que suscite Donald Trump, c'est le combat qu'il a inscrit dans la lutte contre l'État profond, qui est le véritable espace de conception de ce projet criminel dont Netanyahou n'est qu'un instrument. Ce Netanyahou n'est qu'un instrument dans le bras d'une vaste entreprise criminelle, le Deep State. Et ce vaste État profond se rend compte qu'il s'est cloné dans le monde. En Europe, il s'est cloné. Il a fabriqué, si je reviens sur le mot traumatisé, vous allez dire que je suis sorti du sujet. Il a fabriqué cet individu assez étrange qui est à la tête qui est à l'Élysée. Il a fabriqué ces dirigeants fantoches comme celle qui est soupçonnée de corruption à la tête de l'Union européenne. Il a fabriqué des individus comme ça en Asie également. Et ces individus aujourd'hui, vous voyez, ils sont en mode pilotage automatique.
Si bien que lorsque Donald Trump dit « je ne veux plus financer l'OTAN », ces gens disent « nous, on va continuer avec l'OTAN ». Donc, c'est cet organisme-là, cette matrice satanique, dangereuse, qui se répand par la pédophilie, la pédérastie et tous les crimes. C'est cet organisme qu'il faudra neutraliser. Et Donald Trump nous dit, je vais m'attaquer à ça. Le Deep State. Aura-t-il les moyens? Vous savez, dans son projet, Donald Trump envisage une nouvelle coopération avec Israël. Il dit on s'est trompé sur le dossier israélien. Eh bien on veut voir, on va voir. On ne veut pas seulement que cela s'arrête à la question de Gaza. On veut qu'il revienne même sur la position de la capitale. Capitale d'Israël ne peut pas être, s'il y a Jérusalem, s'il dit que c'est Jérusalem, qu'il crée un Jérusalem ouest et un Jérusalem est comme capitale de l'État palestinien. Et que la délimitation des deux territoires soit clairement définie pendant son mandat. Voilà un des domaines où Donald Trump a attendu. En matière de politique dans le Moyen-Orient. Il faut une frontière claire entre les deux États. Quand on dit frontière, c'est-à-dire que, c'est parce qu'actuellement il y avait des frontières, hein, mais les frontières se déplacent. Vous savez quel est le problème? La colonisation? Non, le problème c'est la constitution de l'État d'Israël. La colonisation n'est que la résultante de cette constitution. Dans la constitution de l'État d'Israël, on ne connaît pas les limites d'Israël. L'État d'Israël n'a pas de frontières. Mais comment un État connu dans le monde n'a pas de frontières fixes? Comment? Il faut que Donald Trump amène les Israéliens à donner les limites et la superficie de leur territoire. Qu'ils disent clairement, au nord, nous sommes limitrophes avec tel pays à tel endroit. Zone de démarcation enregistrée aux Nations Unies. Eh bien, s'ils ont dépassé d'1 centimètre, qu'on leur dise, sauf si vous provoquez une guerre, retournez dans votre territoire. Comme par exemple le plateau du Golan. Ils doivent libérer le plateau du Golan, revenir dans leur territoire. Au niveau de la Palestine, ce n'est pas seulement les villes comme Gaza qu'ils occupent. Il y a la ville d'Ashkelon qu'ils ont carrément colonisée. Qu'ils laissent Ashkelon aux Palestiniens. Qu'ils rentrent aux frontières, je crois, de 1966. Qu'ils reviennent aux frontières de 1966. Donc le président Donald Trump ne doit pas seulement se contenter. Nous disons c'est bien déjà d'avoir arrêté la boucherie humaine. 46 000 Palestiniens tués, vous avez pris les chiffres de ce criminel. C'est les chiffres du criminel en question. Il dit 46 000. Non. Les chiffres parlaient, on était au mois de novembre. On parlait de 93 000 Palestiniens morts. Nous sommes en janvier 2025. S'il faut faire une extrapolation, nous sommes au-dessus des 100 000 morts. C'est Israël qui avait demandé qu'on ramène d'abord les chiffres en novembre, parce qu'il y avait une réunion au Conseil de sécurité à 33 000 morts. Et aujourd'hui, ça atteint 46 000. Donc il faut ramener les vrais chiffres. Ce criminel a tué plus de 100 000 personnes. Plus de 100 000 personnes. Il est plus dangereux qu'il l'est. Ce grand criminel doit être jugé. Un autre élément sur lequel Donald Trump a attendu, c'est le procès de Netanyahou. Il faut livrer Netanyahou à la justice internationale. C'est une grande étape dans la neutralisation des criminels de sa trame. Il faut livrer Netanyahou à la justice internationale. Ce grand criminel ne mérite pas s'en tirer en toute tranquillité. Il a massacré, dans ces massacres, plus des 2 tiers, les 2 tiers de ces victimes étaient les enfants et les femmes. Et quand on parle des enfants, c'est les bébés. Netanyahou est un criminel dangereux. Donc, pour nous, oui, sous Donald Trump, Netanyahou n'aura plus accès au financement parce que Donald Trump a dit qu'il coupe les ventes. Il ne finance plus ni Israël ni Zelensky. Il a dit vraiment arrêtez vos jeux là.
il ne va pas donner les armes, il va rester en mode défensif. Bien sûr, Israël et Washington ne vont pas, ne vont pas signer le divorce. Il y aura une présence états-unienne, il y aura toujours une coopération militaire, mais dans le cadre de ces actions offensives contre les Palestiniens, il a dit « je ne serai pas le soutien de ce genre d'opération ». Donc à ce niveau, on peut être rassuré que ce sera le cas. Mais il faut aller plus loin. Nous attendons de voir que M. Netanyahou soit livré à la justice internationale et qu'Israël et la Palestine deviennent deux États reconnus aux Nations Unies, parce que jusqu'à présent, la Palestine jouit du statut d'être une autorité. On ne parle pas d'un État, une autorité aux Nations Unies. Il faut que la Palestine soit reconnue comme étant un État à part entière et que les frontières entre les deux États aillent sur les bases de la frontière, des frontières de 1966. Voilà. Bertrand Tatinda, je me retourne vers vous. Alors, quelle était la raison finalement de faire la guerre? De faire la guerre avec un ennemi qu'on annonce comme une cible de destruction précise et avec qui on négociait à la dernière minute après avoir tué plus de 66 000 personnes. Quel était l'objectif? Parce qu'au sortir de là, on peut bien comprendre que le Hamas est plus crédible dans le monde arabo-musulman qu'avant. On peut comprendre que le Hamas est plus ancré dans le cœur des Palestiniens à cause du nombre de morts, bien plus qu'avant. On peut remarquer qu'Israël est sali, dénigré au plan international et passe pratiquement dans une situation de ternissement de son image qu'elle n'avait peut-être pas vécue avant. Alors quelle était la raison finalement de faire la guerre? C'est la question que l'armée israélienne pose au Premier ministre israélien. Les plus opposés à cette guerre, c'est l'armée israélienne, les chefs d'état-major israéliens. Certains qui sont plus en fonction, d'autres qui sont en fonction, beaucoup de militaires. Les débats étaient houleux. Ils estimaient que c'est une honte. La deuxième raison pouvait être d'échapper à sa situation personnelle. Les Israéliens lui ont dit, ça prendra le temps que ça prendra, tu passeras devant les tribunaux. Les plaintes n'ont pas encore commencé. Parce que l'événement, certes, pas acceptable du 7 octobre, ils estiment que l'unique responsable, c'est M. Netanyahou. D'ailleurs, pour ajouter de l'eau à votre moulin, beaucoup ont pensé même que M. Netanyahou, déjà, à partir de l'attaque, avait laissé faire. C'est-à-dire, avait laissé les combattants du Hamas massacrer les populations israéliennes. Parce que comment comprendre qu'une armée aussi équipée qu'Israël, avec autant de moyens technologiques d'observation qu'Israël, pouvait subir une attaque pendant plus de 3 heures de temps sur son territoire sans que l'armée israélienne ne soit capable de neutraliser les assaillants? Qui étaient venus sans armes de guerre, pratiquement. Et les gens lui disent, cher monsieur, tôt ou tard, tu répondras. C'est toi, allié avec ce qu'on appelle les radicaux de droite, les partis religieux, c'est vous qui avez embarqué Israël dans cette situation. Il ne s'agit pas pour moi ici de venir défendre l'État d'Israël, mais de répondre à votre question, M. Fondop. À quoi servait la guerre? À détruire le Hamas? Les gens lui expliquent aujourd'hui que M.